Mes chers collègues, mesdames et messieurs, bonsoir. Alors je vois quelques-uns en t-shirt, on est passé de l'été à presque l'hiver, donc nos salles ne sont pas encore chauffées, vous doutez bien. Hein. On va être très très prudent avant de enclencher les chauffages cette année, puisque pas de très bonnes nouvelles qui arrivent sur nos factures d'électricité. Donc on va entamer ce conseil municipal après saison estivale. On peut se féliciter que quelques gouttes soient tombées. Je vais donner lecture de 4 procurations. Madame Leblanc à Madame Lescombe, Madame Chêne-Ribéraud à Monsieur Perrondet, Madame Fuster à Madame Fritsch, Monsieur Magnon à Monsieur Renelot. Et Jérémy Boisson sera parmi nous d'ici 10 minutes. Un ou une volontaire comme secrétaire de séance. Monsieur Bertrand. Donc en ordre du jour, en 21 points. Ah, sous mon téléphone. Ah oui, pardon. Et Anne Escola, Jean-François Bocan. Ah, Monsieur Camus et Monsieur Masse aussi, il était aussi sur le... C'est parfait. Alors, je suis envahi de papier ce soir, j'ai tellement de choses à vous dire. Donc avant d'introduire et démarrer l'ordre du jour et d'évoquer les décisions du maire et le procès verbal du 4 juillet 2022, vous m'entendez bien? Pas besoin de décrocher le micro. Mais rappelez quand même les événements de l'été. Le dernier, un peu dramatique, je vais commencer bien sûr par ça, hein, puisqu'on a été très impactés, très inquiets, ce qui nous laisse à penser que dans les semaines qui viennent, on va devoir se concentrer et participer à différents ateliers pour mieux appréhender ces grands feux qui ne sont pas dans notre culture, qui peuvent l'être parfois dans le sud de la France. Mais cet été nous a rappelé qu'on avait un travail collectif à faire. Je m'entretenais ce matin avec monsieur le sous-préfet qui prend un peu le taureau par les cornes et qui va réunir les maires et ceux qui autour de lui sont des gens compétents pour discuter et faire le diagnostic un peu de ce feu et de relever chacun à notre niveau ce que l'on pourrait améliorer par la suite. Vous doutez bien que Lacanau s'est mis au diapason des communes qui étaient directement touchées, nos amis de Somos et de Sainte-Hélène en particulier, que je salue ce soir. Et autour, il y a une solidarité qui s'est engagée. Chacun a répondu aux demandes qui étaient effectuées par le sous-préfet, par le SDIS de la Gironde sur ce grand feu. Et que nous avons, nous, servi de centre d'hébergement sur le camping Cap Fun, que je remercie très très sincèrement. On aura l'occasion de les revoir et de les féliciter, puisqu'on est allé sur une jauge, jusqu'à une jauge de 680 pompiers qui étaient logés sur ce camping. Alors pourquoi Cap Fun? Parce que c'était le camping le plus proche du feu, mais je dois remercier aussi tous ceux qui... dans le lundi après-midi, puisque nous avions anticipé les choses, puisque le lendemain on me demandait où on allait pouvoir loger les pompiers, ils étaient déjà sur site. Donc on avait bien sûr avec nos équipes anticipé les choses et on avait recensé tous les lits d'hébergement qui étaient disponibles dans les premières heures du feu, parce que quand on regardait sa violence, le nombre d'hectares qui a brûlé en 2 heures et le sens du vent, on se doutait bien que ce feu allait être catastrophique. Donc remercie aussi tous ceux qui se sont proposés pour héberger, mais on a pu, grâce au camping Cap Fun, loger tout le monde au même endroit, ce qui nous a quand même simplifié la logistique. Donc à ce titre, mais de remercier aussi une fois de plus, moi je les appelle pas nos bénévoles, je les appelle nos ambassadeurs du territoire qui sont intervenus sur les plages dynamiques, sur les périodes de Covid, tous ces gens-là qui sont mobilisés à chaque fois qu'on doit répondre dans l'urgence à ou des catastrophes ou des problématiques qui s'annoncent. Donc ils étaient tous là et le petit déjeuner il commençait à 5h le matin et les premiers jours c'était toute la journée. Donc c'était un travail considérable qui a été fait par nos équipes de la collectivité, et je les salue, par les élus qui ont aussi eu des nuits très très courtes. Après c'est vrai qu'il y avait quand même de très très beaux uniformes et de très très beaux pompiers, et que nous avons beaucoup d'ambassadeurs femmes. Je ne sais pas pourquoi. C'était une boutade, mais on peut encore en plaisanter, mais c'est vrai qu'ils ont été impressionnés par la qualité de l'accueil. Et je dois aussi remercier ceux qui nous ont déjà accompagnés, mais beaucoup depuis de nombreuses années. C'est la société Super U et même U Express à l'Océan qui a fourni le petit déjeuner le matin.
un peu déçu que le plus grand succès ait été le pot du Nutella, donc il y a encore du gros travail à faire, hein, mais ils avaient besoin de sucre, ils avaient besoin de force, donc on les a pardonnés. Mais c'est vrai que ces petits déjeuners faisaient penser à du petit déjeuner 5 étoiles, donc merci à tous ceux qui se sont mobilisés, c'était un vrai plaisir. Puis merci aussi à nos équipes des FCI et à nos agents communaux de la forêt, Alexia. Ils y sont encore en train d'arroser, puisque vous savez que demain, le feu sera déclaré arrêté par monsieur le sous-préfet, mais que les équipes de DSI vont continuer à arroser. Alors on souhaite que les nuages s'amoncellent sur notre territoire, que la pluie puisse tomber les prochains jours, mais ça a été très difficile et vous avez dû vous apercevoir que quand vous prenez la départementale 6 ou la départementale 5, il y a encore beaucoup de fumerolles, et même des feux qui ont repris dans la journée de dimanche. Ils ont été très maîtrisés très vite, mais on n'est pas encore sorti de l'auberge. On sait que nous, la tourbe et les racines entretiennent. Moi, j'ai été impressionné par les images du feu, les premières nuits de violence. Je serais cru sur la fin du monde, où il y avait des flammes à des hauteurs incroyables de 150 mètres et le vent les poussait. J'avais jamais vu ça. Donc c'était très impressionnant. Quand on traversait Somos, où le feu avait envahi la ville, Somos était entouré par un barbecue. Voilà, c'était cette impression-là qu'on voyait la nuit. Ça nous a tous profondément bouleversés. Donc il faut repenser aussi le travail et la proximité de nos soldats du feu sur le terrain, en particulier nos casernes, et regarder au comment dans le futur. Les pompiers vont pouvoir se consacrer aussi à la forêt, mais on ne peut pas leur en vouloir en premier de s'occuper des biens et des personnes. C'est ce que nous on fait élus quand il y a un problème. Donc remercier aussi Max, de par sa compétence, qui nous a alimenté d'informations. Il y a une délibération tout à l'heure qui le concernera, sous l'autorité bien sûr de Philippe Willem, qui est l'adjoint délégué à la sécurité. Mais on a passé des moments pénibles parce qu'on ne savait pas quand est-ce que ça allait s'arrêter. Et ce feu-là, qui était finalement le miroir de ce qu'ont pu vivre les gens à la Teste, mais aussi à l'Andiras, dans le Nord, mais dans une moindre mesure, c'est le travail de nombre d'années des sylviculteurs, mais c'est aussi notre patrimoine naturel, hein, même si c'est une industrie. Quand on passe au milieu de ces forêts ravagées, ça nous fait mal au cœur. Donc je pense que chacun à notre échelle, et je ne mettrai personne en doute aujourd'hui, je ne mettrai personne en accusation, je ne mettrai personne en cause, on a fait des constats, on les partagera tranquillement, à froid, pour regarder comment on va pouvoir, chacun à son niveau, améliorer nos interventions et organiser. On le fait nous ici à travers notre plan communal de sauvegarde. Merci Max et merci Philippe pour ce qui a été fait ces derniers mois avec Thierry à la mairie. Ça tombe justement, j'espère que ça n'a pas été prémonitoire, mais toutes ces choses-là qu'on est capable de faire, il va falloir les améliorer. Et puis repenser aussi la sécurité de nos villages, puisque autour des maisons, vous avez les branches de la forêt qui tombent dans votre jardin. Ça aussi, il va peut-être falloir y réfléchir dans le futur. Comment s'organiser pour que les pompiers puissent passer derrière la clôture, pour que justement on puisse vivre un peu mieux. Sur le bourg, avec le périmètre de la déviation sud, mais le travail qui a été fait aussi par la DFCI sur la passe de la Forge, on essaie de se protéger pour que le feu n'arrive pas dans les bourgs et puisse préserver votre patrimoine immobilier. Mais tout autour du lac, mais aussi de la station balnéaire, on est entouré de forêts domaniales qui a eu une gestion qui a pu être contestée, mais qui avait aussi ses obligations environnementales et écologiques. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de laisser le bois mort sur les parcelles, on ne peut plus se permettre non plus de planter un pin à 1 mètre d'une clôture. Donc on va réfléchir à tout ça et on va avancer, mais ensemble. On ne le fera pas en se crêper un chignon, comme j'ai pu le voir sur le poste de commandement à Somos. Au Temple, j'ai vu des choses assez incroyables, où la mauvaise politique reprenait ses droits. Ça, on n'a pas participé à ce jeu-là. Voilà. Alors on a un conseiller municipal qui était très présent en forêt, au milieu des troupes, n'est-ce pas Christian ? Je pense que si vous avez approché, c'est encore la fumée. Et puis Alexia, bien sûr, qui dirigeait tout ça de main de maître. Donc nos équipes ont été très engagées. Notre matériel n'a pas été trop endommagé. Pourtant, il était au milieu de choses qui sont un peu difficiles à comprendre. Donc on les remerciera. Bien sûr, on aurait eu un plan de faire jusqu'à la fin de l'année. Mais j'aurais préféré ce soir parler d'autre chose en introduction. Mais ça nous a tellement touchés, tellement impressionnés,
que le sujet des semaines et des mois qui arrivent va être de se mobiliser. Je vois, Brigitte, ton mari n'a pas beaucoup dormi aussi pendant quelques semaines. Donc ces choses-là, il va falloir poser les choses calmement, faire le bilan de ces feux et d'avancer tous ensemble pour trouver les meilleures solutions possibles. Et je sais qu'on trouvera des solutions. Mais on va quand même faire un petit bilan de la saison estivale rapidement, puisque c'est une très très belle année malgré tout. Alors pas pour tout le monde, la sécurité impactée par les incendies beaucoup moins. Mais on est revenu sur des chiffres, puisqu'on a récupéré quand même une partie de la clientèle étrangère. Ouais, c'est pas assez fort. Une partie de la clientèle étrangère, mais on avait fidélisé aussi sur 2020 et 2021 une bonne partie de la clientèle française. Donc une saison bien différente quand même, puisque autant en 2021 nos visiteurs se sont lâchés, c'était l'après-crise Covid, on a dépensé, le ticket moyen était très élevé, autant cette année, mais je pense que en réfléchissant un peu à ce qui allait se passer à la rentrée, le pouvoir d'achat et puis la guerre en Ukraine ont fait que les gens qui sont venus en vacances, le ticket moyen a quand même baissé cette année. Mais en termes de fréquentation, on aura une taxe de séjour qui sera encore supérieure à celle de l'année dernière. Et puis finalement, on ne le vit pas trop mal. Je vous reparlerai sûrement des applications que l'on a mis en place avec le GIP Littoral, la Bordeaux Métropole, pour signaler les accès sur la ville, pour regarder le taux d'occupation de nos parkings, toutes ces choses-là qui font partie du travail qu'on est en train de mener aussi au niveau du PNR. Alors je dis moi sur une convention d'objectifs et de moyens, mais c'est plutôt sur un contrat avec Bordeaux Métropole sur tout ce qui est le sauvetage pour toutes les problématiques littorales. Donc c'est plutôt une bonne chose, il y a des choses qui avancent. Et puis notre but, vous le savez, c'est que vous passiez l'été dans les meilleures conditions possibles. Et j'avais toujours dit, il faut que les acteurs de cette saison touristique, que ce soit les canolés, c'est ce qui est fait aujourd'hui, beaucoup d'associations, mais aussi quand je regarde à travers tous les spectacles, Cyril, qui sont menés tout au long de l'été, j'ai pu voir beaucoup de canolés qui ont profité de cette saison-là. Et on sait tous, collectivement, que si on a envie d'animation, on participe à tout ce qui se passe sur le milieu urbain et au milieu de la station. Mais si on veut être seul au monde, on fait 5 minutes en vélo et on retrouve tout ce que l'on aime, profiter de la nature. Donc ça, nous, on adore, mais on a été plutôt sur une très très belle saison, avec une très très belle animation tout au long. Je crois que c'est 200 animations, il y a 50 concerts sur le front de mer, beaucoup sur la ville aussi, donc c'était plutôt assez sympa. Relever aussi que on a démarré la saison automne, hiver, printemps, puisqu'on vous a promis la ville des 4 saisons. Et que pour ceux qui ont eu la chance d'être samedi soir à la salle d'Escours, on a commencé en fanfare, puisque la salle était bien sûr à guichet fermé pour accueillir les élèves de l'école de Pietragala. Donc c'était plutôt, Cyril, une très très belle manifestation. Moi, malheureusement, je n'ai pas pu y assister, mais les chanceux qui ont assisté à cette manifestation, oui, j'étais aussi en démonstration. Mais c'était pas la même exactement, mais c'est vrai que ces événements-là, et vous avez l'occasion de le lire dans le bulletin qui est arrivé dans vos boîtes aux lettres, ils sont importants, et la culture, ces lieux de vie où on se retrouve, font partie des objectifs. On aura une délibération à prendre tout à l'heure, Cyril, sur la Villa Les Pins, la maison du commandant, comme dirait notre ami René Magnon. Donc c'est aussi relever le défi. On avait sauvé le patrimoine, maintenant il va falloir le faire vivre. Et on espère bien sûr par cette délibération permettre rapidement à cette villa de revivre et d'être un lieu de toutes les cultures à la Cano. Je vais faire un petit bilan aussi rapidement parce qu'on a quand même que 21 délibérations, mais il y a tellement de choses après l'été, donc j'ai fait quelques choix. Mais il fallait aussi parler rapidement de faire un petit point de travaux parce que vous êtes un peu embêtés en ce moment, puisque pour faire le tour du bourg, on n'a qu'un sens, on n'a qu'une file. C'est la concrétisation de la voie douce du lac jusqu'au cimetière, et ça va être une très très belle chose pour les canolés, ils le feront en toute sécurité, mais on poursuivra encore plus loin derrière, puisqu'aussi des travaux s'engagent à Avenue des Landes. On pourra aller à la zone de la Meule aussi en vélo. D'autres projets sont en préparation, les bureaux d'études sont au travail. C'est de vous permettre, comme on vous l'a toujours dit, de pouvoir proposer proche de votre habitation un moyen de mobilité douce. Je répéterai qu'on coche toutes les cases, puisque nous avons, nous, un schéma des mobilités, et que sur ce chantier, on continue à recevoir encore des subventions, puisque notre dossier répond justement à tous ces critères-là. Donc c'est plutôt une bonne chose pour la Cano. Il en est de même pour
pour le quartier d'Ilion de la Petite Plage où ils sont en train de démonter les poteaux et les câbles, puisque vous savez que les travaux d'effacement des réseaux où il y avait des problèmes d'alimentation électrique sont en train de se terminer. On efface les poteaux, on efface les câbles et on démarre dès le 1er octobre une première partie de la liaison douce qui va du rond-point du Marin, comme ça tout le monde comprend, jusqu'au plan plage du Lion. Et on fera dans une deuxième phase après, puisque nous sommes devenus propriétaires des parcelles qui longent la rue Pasteur, pour avoir, dans le cadre de la Vélodyssée et aussi dans des parties subventionnées, un lien avec le centre-ville jusqu'au plan plage qui pourra permettre justement en toute sécurité de rouler. Un gros chantier, mais qui ne se voit pas trop, même si vous êtes informé de ces travaux-là. Les travaux du PR12 vont commencer à la marine de Talaris pour renforcer le réseau d'assainissement de la ville. On a effacé à peu près la moitié des tuyaux qui partiront de ce PR12 à Talaris jusqu'à la station d'épuration, c'est autour de 4 millions, avec des subventions aussi qu'on a décrochées qui sont tout à fait favorables à la réalisation de projets. Ça nous a permis d'emprunter moins, sur la durée oui, mais d'emprunter moins, de financer directement ces projets-là. J'en oublie aussi. Chantier, j'essaie d'observer où je suis embêté pour rouler. Non, c'est à peu près tout. Ben si, bien sûr. J'allais oublier le PPA et les travaux du front de mer. On a ouvert les plis. On est en train de travailler pour désigner le lauréat des travaux. Donc, j'espère qu'on arrivera à démarrer avant la fin de l'année. Mais si on ne démarre pas avant la fin de l'année, ça sera le 1er janvier. Puis je regarde mon ministre de la mer aussi. On va démarrer aussi le rehaussement de l'ouvrage, si tout va bien, après l'enquête publique, pour pouvoir permettre à l'ouvrage de front de mer de s'adapter aux conditions. Vous saviez qu'à 2 ans, on a eu une petite brèche sur la sud qui avait été dommageable. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas fini cet ouvrage. Aujourd'hui, on nous demande toujours un peu plus d'études environnementales, d'enquête publique, enfin pour faire un ouvrage où il faut falloir rehausser en moyenne d'1,50 m, mais finir le Perret à la sud et finir la protection supérieure. Bon, les financements sont là, ils sont votés, ils sont dans la stratégie numéro 1, ils vont basculer sur la stratégie numéro 2, mais ces travaux-là, il faut les finir. Il faut les finir vite. Et nous sommes aussi dans la stratégie numéro 2, puisque nous calculons aujourd'hui l'ouvrage, un dialogue compétitif sera lancé pour construire l'ouvrage et qui nous protégera à l'horizon 2050 et 2100. Voilà. Je suis un peu bavard, mais c'est des travaux importants. Je regarde rapidement. Oui, la modification du PLU. Vous savez qu'une enquête publique aussi est à venir. Alors la modification, je le précise, on est sur des modifications à la marge, on est sur du technique, on n'est pas sur le fond. On révisera le PLU l'année prochaine et là on va être sur le fond, on va améliorer les OAP, on va adapter puisque le PLU il a déjà 5-6 ans et il doit vivre. Là il y aura un gros travail à faire sur une révision du plan local d'urbanisme. Là on est sur une modification qui est importante bien sûr, mais qui ne sera pas à la hauteur de la révision à venir. Puis vous avez aussi des expérimentations sur des châssis doux, la voie centrale pour amener les enfants à l'école. On a fait le petit trottoir le long de l'avenue Albert François, que d'ailleurs tout le monde n'emprunte pas encore. Et puis après il y a les parties cyclables de chaque côté de la voirie. Donc ça fonctionne pas trop mal et ça a bien ralenti les choses une fois de plus. Alors je vous ferai pas le chapitre de la ville océane 2050 parce qu'on a quand même quelques délibérations, mais il y a tout un tas de sujets à mettre en exergue. Donc remercier tous les élus, mais ceux que j'ai oubliés aussi. On peut déjà annoncer qu'on va beaucoup travailler, Adrien, pour accélérer notre PPI en matière d'investissement en économie d'énergie. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez très vite où on veut vous emmener. On avait un contrat de DSP avec Citelum qui s'occupe de tout notre éclairage public. On est presque à la fin du relampage de toute la commune en LED, donc ça fait déjà de très très grosses économies d'énergie. On va aller plus loin puisque des investissements dans les années qui viennent vont permettre de piloter à distance tout l'éclairage de la ville. Mais on risque de vous proposer d'ici quelques semaines de pouvoir éteindre aussi des parties de la commune pour éviter justement et anticiper ces choses-là. Alors ça se fera par poste, ça se fera par rue, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Une fois qu'on aura investi, on aura à le faire sur une petite tablette où on pourra éteindre. Il y a des choses qui vous seront proposées, on fera de la concertation ici, il peut y avoir des rues où ça s'allume quand on arrive, faire des pauses, enfin voilà. Les horaires aussi, on aura à les définir ensemble, mais très vite, on aura à prendre des décisions, on n'aura peut-être pas le temps de faire les concertations parce que les factures commencent à tomber et ça commence à être un peu compliqué pour tout le monde. Voilà. Je vais vous demander, mes chers collègues, de valider le PV du conseil municipal du 4 juillet 2022. Je n'ai pas reçu d'observation à ce jour. Je peux considérer qu'il est adopté. Je vous remercie. Vous avez entre les mains aussi les décisions du maire. Est-ce qu'il y a des questions ?
Je vous remercie. Donc nous attaquons cette séance par la première délibération qui est la désignation d'un correspondant incendie et secours. Alors c'est pas parce qu'il y a eu ces incendies qu'on désigne un correspondant incendie et secours, mais c'est la loi Matras du 25 novembre 2021 qui nous oblige à le faire. Donc bien sûr sous l'autorité du maire, il sera là pour participer à l'élaboration et la modification des arrêtés, à concourir à la mise en place des des actions relatives à l'information et à la sensibilisation des habitants de la commune. Alors il va falloir faire attention parce que j'ai encore reçu une demande cet après-midi, Maxime. J'ai l'impression qu'on va mettre des sirènes partout dans la commune. Et quand je vois le prix des sirènes, alors je sais que c'est une obligation aussi. Vous êtes habitués à ce que le mercredi on fasse un essai, parce que tout le monde n'a pas encore compris, même si on a beaucoup communiqué. Mais on va regarder ça, parce que quand je vois les tarifs et puis le nombre de sirènes, ça me fait un peu peur quand même. Alors je ne sais pas si je ne vais pas passer dans la rue avec... il doit me rester 2 pompes. Donc ça servira aussi à concourir à la mise en œuvre par la commune de ses obligations de planification et d'information préventive et à concourir à la définition et à la gestion de la défense extérieure. Donc ils vous ont proposé de nommer en tant que titulaire Maxime Pélissère et en tant que suppléant Philippe Willem. Y a-t-il des commentaires à faire sur la désignation du correspondant incendie et secours? Donc je peux considérer qu'à l'unanimité, Maxime, tu es le correspondant. Personne ne s'est battu pour prendre ta place, j'ai remarqué. Mais bon, nous on l'acte, on a pris le plus compétent d'entre nous pour s'occuper de ça, donc c'est ton domaine. Et on en est très heureux, je vous remercie pour votre vote. Délibération numéro 2, cession de la parcelle BV 694 et à monsieur et madame Vital. Là, j'ai l'impression que depuis 8 ans, je fais que ça, avec me battre avec la parcelle 686. Mais on y arrive. On a fait un bilan ce matin avec Carole Boss et on devrait pouvoir, si tout va bien, dans l'été prochain, lever la servitude, puisque tant qu'on n'avait pas vendu tous les lots, vous avez le plan derrière, vous ? Ah, ben c'est merveilleux, moi je n'ai même pas le plan, mais je le connais par cœur. Donc il reste encore quelques terrains. On est en négociation avec les personnes qui vont les acheter, mais rappelez-vous, on n'a pas vendu, on a vendu aux propriétaires rapprochés. Donc c'est-à-dire que c'était les fonds de jardin ou les propriétaires qui étaient autour, mais il y avait toujours une logique de vente pour ces terrains-là. Donc là on est derrière chez monsieur et madame Vital. La parcelle elle fait 135 mètres carrés, elle est à usage de jardin inconstructible. Bien sûr, c'est pour ça que le prix est si faible. Ça coûte 2565 €. Je crois que le prix du mètre carré était à 19 € le mètre carré. Voilà, c'est précisé dans la délibération. Le seul avantage pour ces habitants, c'est qu'en intégrant ce terrain à leur parcelle, c'est vrai qu'ils ont une constructibilité qui est un peu plus grande. Mais quand on regarde l'implantation des maisons, je pense que le quartier gardera son caractère de lotissement, puisque les maisons sont en général au milieu du terrain. Voilà. Y a-t-il des questions sur la parcelle 686 ? Monsieur Mas. Et oui, bonsoir à toutes et à tous. Excusez-moi pour ma voix rocailleuse, mais j'ai quelques petits soucis. Toi aussi, t'as fait ça samedi soir. Non, moi, c'est juste que... alors, bien évidemment, vous l'avez dit, monsieur le maire, tant qu'il y aura ces délibérations, effectivement, on est sur la logique de la vente des propriétés foncières communales, et je dirais que sans trahir le secret des dieux, nous nous abstiendrons. Par contre, là, je rappellerai, vous l'avez dit en préambule, avec les feux et la forêt, la ville dans la forêt à Lacanau-Océan. Aujourd'hui, il faut être très clair, toutes ces parcelles qui ont été annexées sont des parcelles qui au départ étaient un espace vert avec justement des accès sur cet espace vert. Je crois qu'il faudra sensibiliser très fortement chaque propriétaire parce qu'ils vont parcelliser, ils vont sûrement mettre une clôture et ça veut dire qu'ensuite effectivement, le terrain sera chez eux, mais il faudra aussi qu'il soit fortement débroussaillé parce que si le terrain était justement un terrain forestier, on avait l'application du code forestier avec le débroussaillement de la bande des 50 mètres. Là, aujourd'hui, il faut rester dans cette logique et ne pas prendre de risques parce que pour le coup, ils sont chez eux, ils peuvent faire un barbecue, ça peut partir et ainsi de suite. Donc là, sensibilisons-le, ces personnes-là, faisons attention parce que c'est un poumon vert. Public, aujourd'hui il va devenir privé et parcellisé, c'est un espace boisé classé qui va se parcelliser, donc je tiendrai les propos que tenaient à l'époque des gens du SDIS ou de la DDTM, c'est qu'à partir du moment où on parcellise un espace boisé classé, sa gestion est plus compliquée, là c'est une gestion privée, sensibilisons l'ensemble des propriétaires.
Alors je vous invite, et vous avez raison, M. Masse, de souligner le danger feu, mais c'était une des premières préoccupations, puisque les propriétaires venaient nous voir à chaque fois, puisque des campeurs s'installaient sur cette zone, puisqu'il y avait des accès. L'entretien m'était assuré par les services communaux et c'était pas facile d'aller là-bas, il fallait pas trop le matin, il fallait pas l'après-midi. Donc c'était aussi leur rendre service pour agrandir leur jardin, mais surtout leur permettre d'entretenir. Puisqu'aujourd'hui, si vous regardez les parcelles quand vous passez, celles qui ont été vendues, elles sont entretenues, elles sont débroussaillées, ce qui n'était pas toujours le cas autrefois. Donc ça tombe plutôt sous le sens, ce que nous avons fait, pour que justement, ils ne soient pas accessibles à tous les publics et que les propriétaires puissent par une clôture, protéger leur propriété aussi, puisque une fois que ça sera clôturé, et c'est fait pour certains, ça permettra justement de débroussailler et de l'intégrer à leur propriété. Voilà. Donc, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 3, instauration du droit de préemption renforcé. Alors, je ne vais pas rappeler ce qu'est un droit de préemption, vous le savez, puisque quand la commune, sur son territoire, sur les parties urbaines, voit passer les ventes, on peut exercer un droit de préemption. Il faut qu'il y ait les conditions, par exemple, mettre en œuvre un projet urbain, un objet social, donc je ne vais pas la citer toute. Mais on avait besoin de renforcer ce droit de préemption pour aller aussi sur les copropriétés, pour nous cadrer aussi avec l'État dans le cadre du plan partenarial d'aménagement et aussi de la stratégie locale et dans l'aménagement durable de la station. Et nous avions aussi besoin, dans ce cadre-là, d'avoir un panorama complet de l'immobilier de la ville et passer sous les radars finalement des choses que nous on ne pouvait pas prendre en compte. Donc ça nous permettra aussi, de par ces DIA qui vont arriver sur les bureaux de nos services, les DIA c'est les déclarations d'intention d'aliéner, pour qu'on ait un panorama complet, qu'on puisse étudier tout ça, qu'on vérifie aussi et qu'on cadre et qu'on regarde les prix de l'immobilier. Mais ça nous permettra aussi, et on est en train de l'exercer en ce moment, peut-être devenir propriétaire de logements qui sont vendus très peu cher mais qui pourraient nous servir aujourd'hui, parce que la grande difficulté à la Cano aujourd'hui, c'est se loger. Donc on est au travail, il y a des projets en cours qui à mon goût n'avancent pas assez vite. L'État nous complique quand même beaucoup les choses sur la commune en ce moment, mais notre priorité, si on veut être la ville de tous les services et de toutes les générations et de toutes les classes sociales, c'est de nous laisser justement mettre en œuvre le plan local d'urbanisme qui a été approuvé et adoubé par l'État et en 2017 et ensuite en 2019. Donc c'est un peu fort de café, mais ça me contrarie parfois. Mais je crois qu'il faut insister, il faut se battre. Et en se battant, on arrive à obtenir quelques victoires, quelques petites victoires pour l'instant. Les dirigeants et l'État a pris quand même la mesure des difficultés que nous avons sur le territoire. Nous ne sommes pas là pour mettre le Médoc sous cloche et la Cano en particulier. Nous avons protégé 85% de notre territoire. Si vous comptez les emprises au sol, c'est 2% de la Cano, des emprises au sol et du béton. On a construit des maisons. On a sacralisé, je ne sais plus combien d'hectares de BC, on a une réserve naturelle, une réserve biologique. Et quand vous regardez le PLU, ce sont des patates urbaines avec des OAP, des orientations d'aménagement et de programmation, où on a défini le nombre de logements et les perspectives d'évolution à l'horizon 2030. Aujourd'hui, on veut recruter, on a trouvé la bonne personne, mais on n'a pas de logement. Donc quand on a peut-être un logement mais on n'a pas la bonne personne, ça arrive souvent aussi aux entrepreneurs canolais, en particulier pour les travailleurs saisonniers. Mais on est une ville qui crée de l'emploi, mais on est une ville qui a du mal à recruter. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas assez de logements disponibles. Donc c'est un vrai sujet, on se bat pour ça et je peux vous assurer que je ferai tout pour le faire. Donc ce droit de préemption urbain renforcé va nous aider à aliéner un ou plusieurs lots qui est constitué soit par un seul local à usage d'habitation, soit à usage professionnel ou à usage professionnel et d'habitation. Préempter aussi les cessions de parts et d'actions de société, ce qui n'était pas possible avant. Aliéner un immeuble bâti, toujours aussi bien sûr dans le but de poursuivre et de renforcer ces actions et ces opérations d'aménagement que la commune aura programmées. Donc l'exercice de ces DPU renforcés peut également s'inscrire dans le cadre du projet de requalification du front de mer, je l'ai évoqué dans mes propos introductifs. Donc lorsque le contexte et l'objet le justifient, c'est-à-dire que pour la réalisation dans l'intérêt général des actions d'opération d'aménagement, entre autres la production de logements sociaux, l'institution de DPU renforcée peut utilement être mobilisée. Donc avec cet outil-là, on n'a pas beaucoup plus, mais on a plus quand même. On ne va pas faire n'importe quoi, on va toujours être prudent, mais c'est un vrai observatoire de l'immobilier sur la Cano qui nous sera proposé avec une vigilance extrême. Voilà. Y a-t-il des précisions à vous apporter sur cette DPU renforcée ?
Monsieur Mas. Oui, alors par rapport à ce que vous disiez, je profite de cette délibération sur la problématique du logement sur la commune. Moi aujourd'hui, il y a quand même quelque chose qui me surprend et je pense qu'il faut peut-être prendre exemple sur les communes du Pays Basque ou du sud, le sud Pays Basque, qui ont pris des arrêtés par rapport à toutes ces locations, je nommerai de sauvages, que l'on voit d'ailleurs fleurir sur les réseaux sociaux en ce moment. Comme par hasard, on loue d'octobre à avril. Il faut savoir que la location d'octobre à avril, elle est possible, il n'y a qu'un bail, c'est le bail de mobilité. Le bail mobilité, c'est un bail qui permet effectivement de louer d'octobre à avril jusqu'à 10 mois exactement, il permet. Et à partir du moment où on rentre dans des critères, parce qu'on a une mutation, parce qu'on attend une construction, mais tout le reste, ce sont des baux illégaux. Les seuls baux légaux sont des baux meublés, location en meublé effectivement, mais c'est 12 mois, ou des baux d'habitation, et là c'est des baux 369. Donc à partir de ce moment-là, je crois qu'il est important, il est très important de pouvoir lutter contre ces locations qui peuvent, et ça je l'entends, qui peuvent parfaitement aider des gens qui sont en précarité à un instant T, qui ont besoin de logement. Ça c'est vrai. Mais malheureusement, je crois que c'est aussi peut-être d'encadrer, d'assister, d'aider et de convaincre les propriétaires qu'effectivement ils peuvent louer 10 mois, déclaré, pas déclaré, ça c'est un autre débat. Ils peuvent ensuite derrière louer en saisonnier, en meublé saisonnier. Et là, effectivement, il n'y a pas de souci. Mais je crois qu'on peut aussi faire le calcul sur une location à l'année, de façon à ce que des gens puissent se poser plus durablement et plus sereinement sur notre commune. Voilà, aujourd'hui, c'est un peu le coup de gueule que je pourrais passer par rapport à cette problématique. Quant à la délibération, c'était une très bonne délibération. Merci. Je complète juste vos propos. Je crois qu'on l'a évoqué tous les deux. On a assisté à un webinaire la semaine dernière organisé par le GIP Littoral Nouvelle-Aquitaine. Et il y avait les Charentais, il y avait les Sables d'Olonne, il y avait Bidart. Alors prendre exemple sur les Basques qui se sont réveillés quand même un peu tard. On n'est pas encore à 10 000 euros le mètre carré, nous, mais on est pas mal. Donc c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé. C'est un sujet qui nous agite depuis 2 ans. Pour trouver justement les éléments. Donc, demain, je fais partie du comité directeur de l'Association nationale des élus du littoral. Donc on se rejoint demain dans une commune du sud de la France, au Grau-du-Roi. Ça, c'est une des problématiques abordées. Le nouveau président de l'ANEL sera Yannick Moreau, qui est le maire des Sables d'Olonne. Donc aux Sables d'Olonne, ils sont allés fort, puisque la communauté de communes subventionne des logements pour qu'ils repassent dans le parc à l'année, pour sortir du parc de résidence, de location touristique. Le second sujet, c'est de pouvoir accompagner sous différents types, puisque nous on a la chance, les Basques l'ont pas, d'avoir du foncier. On l'a, et on l'a créé dans le PLU, on a du foncier. C'est de pouvoir justement alimenter tous les dispositifs qui existent aujourd'hui, que ce soit l'accession à la propriété, le logement locatif. Aussi, il y avait quelques pages dans Sud-Ouest avec un beau reportage sur le BRS. Il y a des choses qui peuvent se faire aussi sur le bail réel solidaire. Donc tout un tas de dispositifs. Maintenant, la difficulté, c'est que l'État puisse accepter le fait que ces zones qui sont des zones urbaines, à urbaniser. Ce n'est pas des zones agricoles qu'on transforme en zones à urbaniser. Elles existent dans le PLU de Lacanau. On puisse enfin les urbaniser, mais quand vous voyez que l'État aujourd'hui nous empêche de construire la gendarmerie pour ses propres forces de l'ordre, il faut quand même le faire. Voilà, sur le terrain, qui sont identifiés dans le PLU. C'est un exemple, mais c'est quand même l'exemple qui parle, parce que regardez, tous les dossiers qui sont en cours, qui devraient être sortis, on aurait déjà dû poser la première pierre, c'est une catastrophe. Donc il faut se battre sur tous les sujets, vous pouvez compter sur nous tous pour le faire, et je dirais opposition et majorité, pour que justement on puisse faire les meilleurs projets possibles pour arriver à faire du logement à Lacanau, puisque quand vous regardez au sud, c'est le bassin d'Arcachon, donc c'est encore plus cher que chez nous. Au Porge, à côté, il n'y a pas de terrain urbanisé. À Sainte-Hélène, il y en a très peu de locations. À Carcan et Ourtin, il n'y en a plus. Et chez nous, on les compte sur les doigts d'une seule main. Donc ça, nous, je tiens absolument qu'on garde nos jeunes et qu'on puisse travailler sur le logement et qu'on puisse arriver enfin à sortir la tête de l'eau, parce qu'on est un peu bloqué dans nos perspectives de développement. Beaucoup de gens m'en parlent souvent, mais quand on regarde les endroits, finalement, s'ils peuvent vous empêcher, il n'y a pas que l'État qui nous empêche de faire. Il y a peut-être aussi parfois les riverains qui sont tous d'accord avec nous, mais pas à côté de chez eux. Je rappelle que quand vous regardez les résidences de logements sociaux à Lacanau, elles n'ont jamais perturbé personne. C'est plutôt des gens qui travaillent, c'est plutôt des gens qui sont intégrés, et c'est surtout des canolés
qui sont dans ces logements-là. Et on s'applique à chaque fois. Alors on s'est arrêté un peu sur la résidence que vous avez en face, sur le garage, où on a eu quelques attributions, mais pas autant que l'on souhaiterait, puisque c'est Action Logement qui avait financé. On n'avait pas l'habitude de travailler comme ça. Soyez sûr que les prochains bailleurs, on écrira les conventions un tout petit peu mieux et on aura droit au chapitre. Donc ça, c'est important. Alors je ne dirais pas qu'on n'en a pas. Hein. Sur les 32, il y en a plus de la moitié qui ont été attribués à des cannoliers, bien sûr. Mais ça a permis surtout à des gens qui travaillent sur la commune et des agents de la commune aussi, de pouvoir devenir propriétaires. Voilà. Et ça, aujourd'hui, même un cadre moyen, au prix de l'immobilier, au prix du mètre carré du foncier, il a des difficultés à acheter la cano. Donc imaginez que la tâche est immense et on aura besoin de tout le monde pour faire passer ces messages, mais j'y suis très attaché. Merci. C'était un peu long, mais c'est un sujet qui nous interpelle. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci beaucoup. Nous arrivons à la délibération numéro 4 avec la désaffectation, les déclassements d'une partie de la parcelle BV 457. La parcelle BV 457, c'est tout le pôle de l'Ardilouse. Les tennis, le trinquet, tout ce qui se tourne autour des sports de balle. Donc nous sommes bien sûr propriétaires de ce site-là. Donc il y a un emplacement il y a 2 ans qui a été mis en location à M. Charles Gaget le 1er octobre 2020, il y a 2 ans, pour l'enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs de l'ancienne dalle de paddle. C'est le terrain qui est derrière le clubhouse du rugby et à l'est du trinquet. Donc le bilan de son activité étant très positif, beaucoup de canolés participent à ces cours. M. Gaget souhaite aujourd'hui le pérenniser en réalisant des investissements supplémentaires et en bénéficiant d'un cadre contractuel moins précaire. Donc une négociation s'est engagée. Nous ne souhaitions pas vendre ce terrain qui fait partie du pôle de l'Ardilouse. Donc nous avons décidé de déclasser le domaine public aujourd'hui pour permettre de conventionner avec M. Gaget sur un bail amphithéotique qui lui permettra de construire. Alors c'est pas dans la libération, hein. Aujourd'hui on déclasse, mais j'explique le projet jusqu'au bout. Et une fois qu'on aura déclassé, on négociera avec M. Gaget pour qu'il étende son activité, qu'il puisse construire sur la parcelle, avec un loyer bien sûr, mais nous gardons la propriété du terrain. Parfois, il nous est arrivé de déclasser et de vendre derrière, mais sur un petit équipement comme ça, nous avons préféré faire ce choix, et quand ce choix s'offre à nous, nous le réalisons ou pas. Voilà, c'est un choix politique. Donc nous sommes invités à délibérer pour déclasser ce terrain. Y a-t-il des commentaires? Vous venez de le dire, on n'est pas obligé de vendre tous les fonciers. Non, c'est ce parfait, beau projet. Mais on est sur un projet raisonnable en termes d'investissement. Mais ça permettra de convaincre la banque pour qu'il réalise ce projet-là. D'autres questions? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 5, demande d'autorisation de défrichement pour le projet d'extension du camping du Hugat, le camping municipal. Création de 126 emplacements supplémentaires. La volonté, c'est inscrit dans le PLU, mais c'est accueillir bien sûr au mieux nos saisonniers, les gendarmes, les maîtres nageurs sauveteurs dans de bonnes conditions, aussi des emplacements touristiques, mais offrir des hébergements au personnel travaillant au sein de la réserve naturelle de Cousseau. Nous avons aussi des emplacements pour d'autres associations. Affirmer bien sûr la vocation sociale de ce camping, réservation d'emplacements destinés à l'hébergement d'urgence, les hébergements au profit du réseau national Passerelle. Oui, Jean-François est responsable de ce projet-là. Donc le réseau Passerelle, c'est accessible aux handicapés. Alors là, c'était une partie mentale, il me semble, cette année, où les gens sont venus se reposer à la Cano sur des équipements que tu m'as fait visiter. J'ai été impressionné par la qualité de ces équipements. Alors les personnages, je ne les ai pas vus parce qu'on y est allé trop tôt. Tout le monde dormait. Mais j'ai été particulièrement surpris par la qualité de ces équipements-là, et bien sûr tout ce qui est PMR est accessible aux handicapés, donc c'est plutôt une bonne chose, et nous renouvellerons dans le futur ces opérations. Tu peux nous préciser peut-être pour combien de temps ils désirent rester avec nous? Alors, le réseau Passerelle, c'est un réseau en fait, qui permet à des familles qui ont des enfants handicapés, un handicap moteur ou mental, de pouvoir bénéficier de quelques jours de repos, puisque donc ils proposent de prendre en charge les enfants une partie de la journée. Voilà. Donc là, cette année, c'était une année test. Ils ont installé un club enfant qu'ils ont entièrement financé, bien évidemment. Et ensuite, on leur a loué des emplacements qui sont en fait des emplacements des propriétaires qui sont présents à l'année, avec leur mobil-homme, et qui nous confient en conciergerie la gestion de leur mobil-homme. Voilà. Après, dans le projet d'extension, là, c'est un peu différent.
différent parce qu'en fait, ils vont investir dans des mobil-homes adaptés, parfaitement adaptés à ce type d'enfants, malheureusement, qui sont des handicaps. Et on part sur 5 à 6 mobil-homes qui seront dédiés dans cet objectif. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça s'est excessivement bien passé et que vraiment tout le monde a parfaitement joué le jeu et que ces enfants, malheureusement avec des handicaps, ont été parfaitement intégrés et ça a été apprécié par tout le monde. Alors, c'est pas innocent, ta prise de parole. Je voulais juste rappeler que, l'idée générale de ces projets, c'est des projets aidants-aidés. C'est-à-dire que ça permet aux gens qui s'occupent toute l'année de personnes en difficulté de pouvoir venir se reposer. C'était une partie importante, et c'est le toujours, puisque le projet est toujours en cours, du Moutchik, de notre pôle de santé. Voilà, je le rappelle. Là aussi, ceux qui nous ont attaqués feraient bien de réfléchir quand même aux objets sociaux. On est sur des principes, nous on est sur la réalité des choses, on s'occupe des gens. Voilà. Bon, merci Jean-François pour ces précisions et ton engagement sur le camping du littoral, les jardins du littoral. Des questions sur cette autorisation de défricher, puisque vous savez qu'à partir du moment où on va déposer un permis d'aménager, on commence aussi en parallèle à instruire une autorisation de défricher. On n'est pas au bout, hein. On sait que c'est compliqué. Aujourd'hui, la DDTM a des principes que nous n'acceptons pas, puisque ce n'est pas la loi, ils sont dans leur tort, on l'avait déjà vu il y a 5 ans. Donc on lance l'autorisation de défricher et le permis d'aménager va suivre. Monsieur Mas. C'est dans le cadre de l'annexe de la délibération, j'ai reconnu un logo que je connais bien, donc je ne prendrai pas part au vote dans cette délibération 5, et de la même façon, ça sera les mêmes propos pour la 6. Il a quel âge ce logo ? Il vient d'être fait. Ah bon, d'accord, mais j'allais te dire, bien joué. Bon, merci. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Oui, bien sûr. Alors je ne sais pas s'il faut qu'ils sortent ou qu'ils n'ont pas par vote, ça suffit. Non, parce que des fois, mais bon, il y a des gens qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui sont très attachés à la légalité des délibérations. Donc il faut faire attention. Hein. Ils ne sont pas trop sur le fond des dossiers, mais la légalité, ça par contre, on vous les met un képi sur la tête, ils sont contents. Hein. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Délibération numéro 6, demande d'autorisation de défrichement encore d'une partie de la parcelle BV 123. Alors nous avions détaché 2 terrains, mais que nous sommes sur un terrain qui fait 6976 m². C'est 2 petits terrains qui devraient, je l'espère, on va regarder l'estimation des domaines, sur les dispositifs que nous avons avancés tout à l'heure, bénéficier peut-être à des agents de la commune ou... Et quand on avait envisagé le premier projet, on avait été un peu embêté sur le fond de ces parcelles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'est que sur 2 terrains. Un monsieur à proximité est venu acheter une maison. Je l'avais reçu et il m'avait dit hors de question que vous le fassiez le projet à côté. Et je lui avais répondu, tout le monde n'a pas les moyens d'acheter une maison à 850 000 €. C'était il y a 3 ans, donc maintenant elle en vaut beaucoup plus qu'1 million. Mais donc on a un recours déjà sur le projet de la part du voisin. Vous voyez, on est venu s'installer à la Cano. Malheureusement, en passant, il y a des trucs qui m'ont troublé. Donc j'ai fait envoyer ma police municipale et mon service de l'urbanisme. La totalité des infractions sur son terrain, on pourrait en faire un livre. Donc je peux vous promettre que ce monsieur, je vais lui montrer quand même qu'il faut arrêter de se foutre de la tronche des élus. Je le dis en conseil, je ne devrais pas le dire, mais j'avais tellement la colère qu'on puisse se comporter comme ça. Donc aujourd'hui, on fait l'autorisation de défricher pour avoir 2 petits terrains de 405 m² sur une parcelle, il est vrai, qui en fait 6900. On va embêter personne, on va faire les choses clairement. Mais ces mentalités-là, moi je les combats et je les combattrai jusqu'au bout. Voilà. Alors, autorisation de défricher. Y a-t-il des observations à faire ? Des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Oui. Délibération numéro 7, dénomination de voie, rue Alan Turing. Je rappelle, j'ai le plan derrière ? Pas encore ? Il va arriver ? Donc c'est l'association syndicale libre du lotissement Les Hauts du Baganet qui nous a fait cette demande compliquée là aussi sur les voies. On va y aller petit à petit sur l'océan parce qu'on a tellement été embêtés quand on a travaillé avec la Poste sur la ville. En fait, on a transpiré quand même, on a fini le boulot mais on a transpiré. Donc on va y aller rue par rue, on va y aller modérément.
On va aller faire les choses simplement, que tout le monde comprenne et que tout le monde soit d'accord quand on a validé la rue. Parce que ça a été un vrai challenge. Je n'incriminerai pas les facteurs, parce que finalement on leur a filé le sale boulot, mais quand ils ont la tournée à faire, si en plus il faut qu'ils s'arrêtent à chaque maison pour expliquer comment fonctionne le dispositif, c'était ce qu'il y avait dans le contrat. Bon, ça n'a pas été compris, ça n'a pas été bien fait. Dans sa grande majorité, ça a été simple, mais sur 20% des dossiers, Cyril, tu te rappelleras de la... Je me doute. On a été beaucoup interpellés. Donc là, c'est un nom de rue, la rue Alan Turing. Alors je le connaissais très bien, parce qu'il a été logicien, mathématicien anglais, ayant contribué à la victoire des Alliés dans la Seconde Guerre mondiale, par le déchiffrage des codes utilisés par l'Allemagne pour l'échange de ces messages. Donc j'étais entièrement d'accord pour valider ce sujet. J'en ai fait valider par la majorité. Je pense qu'il n'y avait que Jérémy qui le connaissait peut-être. Mais oui, c'est ça, oui. Ouais. Mais bon. Il y a un film. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc je vous invite à le regarder. Des commentaires? Des votes contre? Des abstentions? Merci. Allez, peut-être aussi Alain, peut-être, qui le connaissait. Alors, délibération numéro 8, avenant numéro 2 à la Convention d'action foncière de Lac-Océan avec l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine. Je ne reviendrai pas sur le rôle de l'EPF qui nous accompagne déjà depuis quelques années sur le foncier, sur la ville de Lacanau. Donc cette délibération, elle est faite pour acter un nouvel avenant à la Convention opérationnelle d'action foncière de Lacanau proposée par l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine. Donc on est sûr, après avoir acquis, alors des choses nous ont été rétrocédées, des fois on n'a pas eu besoin d'eux, par exemple on avait décidé, c'est l'EPF qui a négocié à notre place, mais on était autour de la table avec par exemple le laboratoire d'analyse à Lacanoville, et quand nos finances nous permettent d'acquérir directement, on ne passe pas par l'EPF. Là, le laboratoire, on est propriétaire aujourd'hui, on a payé en direct, on n'a pas échelonné, et ce n'est pas l'EPF 3 ou 4 ans après qui est venu. Mais un niveau dispositif est rentré en place et à notre demande des élus, c'est qu'aujourd'hui on peut avoir l'usufruit et étaler le paiement dans le temps. Donc sur ce qui rentre dans le cadre du PPA Lac-Océan, de l'immobilier en front de mer, la boîte de nuit qui avait brûlé, qui n'avait pas de projet, où on avait déjà, avec le PF, récupéré un local du bas, les 450 mètres ou même 500 mètres carrés du haut, on les avait achetés, c'est le PF qui a préempté, et aujourd'hui l'avenant précise les conditions de cette acquisition. On récupère l'usufruit et on paie en 4 fois. Voilà, ce qui permet de soulager les finances de la commune, de continuer le même montant des investissements. Et finalement, on va payer, je crois, 163 000 euros pendant 3 ans et une fois 54 000 euros, ce qui permettra d'étaler justement le paiement. Mais la différence avec ce qui a changé depuis un an, c'est qu'on a l'usufruit dès la signature de l'avenant et de la convention. Voilà. Donc on avait acquis, pour rappel, la parcelle cadastrée BI 446 28 à l'Épirortal, au prix de 130 000 euros, c'est de la commune, ça y est. Les lots 208, 211, 237, 240 et 243 de la CoPro aussi, 6 à l'Épirortal, acquis pour 170 000 et cédé à la commune à leur prix de revient le 14 décembre 2021. Et là, on est sur les locaux. Alors, il y a d'autres, mais à chaque fois, on a des conventions à l'océan sur des montants maximum. Et à chaque fois qu'on a des opérations, on peut relever ces montants. Ils sont validés par le conseil d'administration de l'EPF. Et derrière, on engage l'opération. C'est assez facile, puisque, si vous voulez, ça... Négocier directement avec les propriétaires, c'est toujours un peu compliqué pour la collectivité. Là, l'EPF a ce rôle de négociateur qui nous permet justement d'avancer plus sereinement. Bon, quand on ne peut pas le faire sereinement, on fait une déclaration d'utilité publique. C'est ce qu'on va lancer en janvier, puisque le dossier est complet, pour acquérir l'ancienne salle des fêtes de Lacanau en face des Halles. Donc on va lancer la déclaration d'utilité publique sur l'espace pour pouvoir aménager, puisqu'on n'a pas réussi à s'entendre avec les propriétaires. Et quand vous regardez l'état de ces bâtiments, surtout le propriétaire de la Gaîté et de l'ancienne salle des fêtes, ça me fait râler, parce que si on avait trouvé un terrain d'entente, on aurait réalisé en même temps que les Halles et le projet serait fini. Donc ça va prendre un peu de temps, mais on va lancer une déclaration d'utilité publique et c'est l'établissement public foncier Nouvelle-Aquitaine qui l'amène. Donc c'est beaucoup plus facile. Voilà. Donc ce nouvel avenant, est-ce qu'il y a des commentaires? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie.
Délibération numéro 9, adoption du plan de financement prévisionnel 2021-2024 relatif au projet de front de mer et au pôle d'échangement. Alors là, c'est la troisième que vous voyez comme ça. Et chaque fois qu'on récupère un peu d'argent des partenaires, on est obligé de de refaire le tableau. Le tableau, vous l'avez dans la délibération. Donc on a eu la bonne surprise, mais bon, on le savait déjà depuis un petit moment. En ouvrant les plis, on a surtout des bonnes surprises, qu'on est quand même dans les estimations du maître d'œuvre. Donc ça, c'est plutôt bien. Et c'est même, on est en dessous pour la partie VRD. Mais il y avait, sur les 10 millions d'euros qui ont été attribués aux communes du littoral, la Cano, on avait pris 4,5 et il restait un reliquat d'enveloppe d'à peu près 500 000 euros. C'est-à-dire c'est 496 000 euros. Donc ce reliquat d'enveloppe a été acté. Il va revenir à la ville de la Cano, ce qui mettra à peu près 5 millions d'euros les travaux sur le PPA de la subvention d'État. Mais il faut délibérer aujourd'hui sur le nouveau tableau pour me permettre de solliciter l'État pour me verser ces 500 000 euros de plus. Donc vous doutez bien qu'on va se faire dans une petite délibération tous ensemble et que le PPA qui a été révisé, le plan de financement du PPA 2021-2024, qui est relatif au projet du front de mer au pôle d'échange multimodal. Ben vous avez le tableau, alors je ne sais pas si vous l'avez eu sur ce tableau-là, parce qu'il a été rectifié. Oui. Donc on avait acté aussi les subventions à Dour-Garonne, conseil départemental pas encore, mais conseil régional oui. On pourrait, et ça c'est quand même sur un PPA et sur l'étude ADS, sur ces premiers travaux, la commune, puisque la communauté de communes aussi va participer à hauteur d'1,5 million d'euros, puisque c'est le développement économique. On risque d'approcher pour nous le reste à payer entre 25 et 30%. Voilà. Alors en 2023, en 2022, aller chercher 70% de financement sur des projets pareils. Je crois qu'on s'est bien battu et qu'il faut féliciter tous ceux qui sont autour des tables, là, parce que chacun dans sa compétence a bataillé pour aller chercher tout cet argent. Et on est plutôt des bons soldats. Y a-t-il des commentaires à faire? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 10, prise en charge de la réparation de dommages sur véhicules. Ah, ça, c'est des délibérations qui comptent, monsieur l'adjoint aux finances. Vous écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, on commence la partie budgétaire sur un dossier majeur. Alors, pour refaire un peu l'historique, effectivement, il s'agit d'une voiture d'un particulier qui a subi un dommage suite à une chute d'une barrière à l'occasion d'un événement de la commune, en l'occurrence un samedi au bord du kiosque, qui a donc engendré quelques dégâts. Et eh bien, l'objet de cette délibération, c'est de prendre en charge la réparation de ces dommages qui se montent à un total de 1 272,26 €. Voilà. Merci, monsieur de Bever. Je fais quand même un petit commentaire. Je ne peux pas m'empêcher de piquer les assureurs, mais il y a encore 3 ans, ça ne nous aurait rien coûté. Voilà. Puis on nous a foutus dehors, hein. Pas que la Cano, hein. Toutes les communes ont été radiées de leurs propres assurances. On a été obligé de renégocier les contrats, et là, ça a commencé à nous coûter des sommes un peu extraordinaires. Mais bon, on s'en est pas trop mal sorti, sauf que les garanties, c'est plus les mêmes. Oui, la franchise est bien supérieure à cette somme. Vous connaissez ça. Donc quand vous avez des franchises qui sont supérieures à ces petites dépenses, il faut payer. Voilà. Y a-t-il des commentaires? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 11, budget principal, DM numéro 2. Alors donc il s'agit effectivement de la deuxième décision modificative de notre budget principal. Alors c'est une décision modificative qui en volume est assez légère, hein. On est sur le fonctionnement, on est à moins de 1% du montant du budget total, mais néanmoins avec des éléments qui sont dans l'actualité et qui donc sont intéressants d'évoquer ce soir. Alors parmi les principaux mouvements qu'on peut constater sur cette décision modificative, pour ce qui est du fonctionnement, il y a déjà l'impact d'une chose dont on n'avait pas évidemment connaissance au moment du vote du budget, c'est le dégel du point d'indice des fonctionnaires, hein, que tous les fonctionnaires de France ont connu, et qui s'est traduit bien sûr pour nous en termes de dépenses de personnel à une augmentation de presque 100 000 €. Qu'il a fallu donc intégrer à notre budget. On trouve aussi par exemple une annulation d'un contentieux pour pratiquement 40 000 €. Alors il ne s'agit pas de donner 40 000 €, mais c'était une recette qui était censée être acquise et qu'il faut du coup annuler. On a aussi des remboursements, ça c'est des choses qui arrivent, hein. D'ailleurs ce phénomène marche dans les deux sens, hein. On rembourse les frais de formation d'un policier municipal à sa collectivité d'origine. Donc ça c'est des choses qui se font entre collectivités. On trouve aussi par exemple un élément dont on aura l'occasion de reparler, c'est l'évolution évidemment des prix.
Et en l'occurrence, ici, ce budget intègre 20 000 € supplémentaires pour les prix de carburant. Et là, ça permet à ce stade de vous dire qu'évidemment, ça paraît très peu, hein, et c'est effectivement peu comme ça. Là, on est vraiment sur la partie émergée de l'iceberg. Les problèmes arrivent dans les mois à venir. En gros, ce qu'on peut retenir sur l'année 2022, c'est que l'impact, si on compare à l'année 2021, de tous les surcoûts, aujourd'hui, sont autour de 100 000 €. Ce qui n'est pas énorme, principalement parce qu'il y a beaucoup de contrats qui étaient en cours. Et donc, évidemment, les variations ont été un peu freinées. Autre avantage, c'est que, comme vous vous en souvenez, on a voté notre budget tout début avril. Donc il y avait déjà les tendances inflationnistes étaient déjà lancées, hein, le conflit en Ukraine était déjà lancé. On avait anticipé, en tout cas, on avait essayé d'anticiper une partie de ces hausses. Alors pas totalement, hein, parce qu'on est effectivement sur une inflation galopante qui est au-delà même de nos prévisions de l'époque, mais néanmoins. C'est pour ça qu'on modifie assez peu notre budget ce soir. Beaucoup de choses avaient été anticipées, donc on les a absorbées classiquement. Par ailleurs, certaines consommations, donc là plutôt en volume, ont été plus faibles que prévu jusqu'ici. Reste l'incertitude évidemment de l'arrivée du froid et des dépenses qui vont être liées aux baisses de température, qu'il faudra évidemment tenir. Pour rappel, c'est beaucoup dans l'actualité, donc beaucoup ont sans doute entendu parler, mais la particularité d'une collectivité locale, c'est que nous ne bénéficions pas du bouclier tarifaire que par les particuliers, que nous tous particuliers, nous bénéficions. Hein, l'État ne protège pas aujourd'hui dans les négociations et dans tout ce qui est carburant, mais surtout l'énergie, hein, électricité, gaz, c'est plein pot. Et donc évidemment, c'est des augmentations tout à fait considérables qui font prévoir pour 2023 probablement un changement complet d'échelle. Alors, il y a du lobbying aujourd'hui des associations d'élus pour essayer d'obtenir des débuts de protection, alors quelles seront la forme et sous quel aspect, on ne sait pas, hein, mais en tout cas essayer que les collectivités locales puissent être quand même un petit peu protégées dans cette période, parce qu'évidemment ce qui se cache derrière, et on verra plus qu'on abordera nos sujets budgétaires dans quelques semaines, le vrai risque, c'est que les collectivités locales écroulent l'investissement local, et donc ça aura des répercussions sur forcément la vie économique, hein, sur les entreprises de proximité, les PME, les DPE. Donc ça serait tuer dans l'œuf finalement la dimension croissance économique. Et puis en plus, il y a aussi derrière les services publics, hein, qui pourraient être grévés. On commence à le voir, hein, vous avez dû le voir dans l'actualité, certaines communes ferment leurs piscines par exemple, ou réduisent l'amplitude des piscines sur des équipements qui sont très déficitaires au niveau énergétique. Donc tout ça nous amènera, on vous en reparlera, à faire un travail de fond pour essayer de trouver des solutions. On va essayer d'être créatifs, hein, et de trouver des solutions diverses pour essayer d'absorber une partie de cet impact. Bon, la vague étant ce qu'elle est, il faudra sans doute effectivement être très créatif, et puis surtout on va peut-être avoir quelques aides extérieures. Donc voilà, on verra dans les semaines à venir si ça bouge à ce niveau-là. Mais on peut d'ores et déjà en tout cas se préparer à ce challenge important en perspective de notre budget. Voilà, sur les investissements dans cette DM, rien de particulier, c'est plutôt de la réaffectation de lignes. Il y a plus d'1 million 100 et quelques qui sont touchés par ça, mais ça ne change donc du coup pas les équilibres. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette décision modificative qui, elle, à ce stade, reste assez légère. Je vous remercie. Merci Monsieur de Bever pour cette présentation. J'espère que nous n'aurons pas à en prendre d'autres avant la fin de l'année sur les résultats. Mais on prépare déjà 2023, 2024 et 2025. On ne va pas pleurer, il faut s'accrocher. Y a-t-il des commentaires sur ce DM? Des votes contre, des abstentions? Merci beaucoup. Décision... Non? Abstention pour Madame Leblanc. Sur l'ADM? D'accord. Ouais, ok. Donc la 12, décision modificative numéro 1 sur le budget annexe de l'eau. Oui, donc là on est vraiment sur l'anecdote. Il s'agit d'un ajustement de ligne de moins 1 € d'un côté et plus 1 € de l'autre. Donc bon voilà. Et abstention. Pas de commentaires supplémentaires. Des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. On passe à la 13 avec le budget annexe camping sur une décision modificative aussi. Là on progresse, on est à 3 € d'équilibrage entre deux lignes. Voilà, donc plus 3 € d'un côté, moins 3 € de l'autre. Je vous remercie. Des votes contre, des abstentions.
Délibération numéro 14, autorisation de signature de la CTG, Convention territoriale globale 2022-2026. Madame Marza. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Donc pour rappel, jusqu'à présent, les communes étaient signataires d'un contrat enfance-jeunesse. C'était un document qui lie les territoires et la CAF autour des actions qui sont mises en œuvre dans le cadre des politiques familiales sur le territoire. La CAF a souhaité remplacer ces contrats enfance-jeunesse par une convention territoriale globale. Et la CAF souhaite que cette CTG soit signée avant la fin de l'année 2022. Donc dans cette convention territoriale globale, en gros, elle remplace les CEJ, elle reprend les mêmes champs d'action autour de la petite enfance, de l'enfance, de la jeunesse et de la parentalité, et elle permet également d'élargir les champs d'action à d'autres thèmes, toujours dans le cadre des politiques familiales en direction des habitants, tels que le logement, l'accès aux droits, le handicap, l'animation de la vie sociale, et puis d'autres que je dois oublier qui sont cités là. Oui, l'inclusion numérique également. Cette CTG s'appuie sur un diagnostic de territoire, donc qui est en cours actuellement. La communauté de communes a mandaté un cabinet. Donc nous allons signer cette CTG si le conseil municipal autorise monsieur le maire à le faire, puisque toutes les communes de la communauté de communes Médoc-Atlantique qui étaient signataires d'un CEJ, donc c'est pas toutes les communes, doivent à présent signer cette CTG pour obtenir le maintien des aides financières, en particulier de la caisse d'allocation familiale. Merci Madame Marza. C'est un dossier, il faut quand même s'en rendre compte, sur le budget de la commune et sur les actions de la commune, c'est énorme. C'est énorme l'impact de la CTG. Donc nous avons mis un peu de temps à convaincre nos amis du Nord de s'engager sur ce terrain-là. Ils pensaient toujours qu'il ne fallait pas créer de besoin. Non, il faut savoir qu'aujourd'hui, nos partenaires, et en particulier la CAF, nous accompagnent beaucoup. On est un pays qui est très très gâté. Et je dois dire que même si on a ajouté beaucoup d'actions à la Cano, le travail avait été enclenché déjà il y a de nombreuses années et que nous l'avons renforcé, que nous avons accompagné ces actions. Moi j'en suis très très fier, et qu'on puisse s'appuyer sur le travail qui a été fait à la Cano depuis déjà plusieurs années. Voilà, on est une commune qu'on cite souvent un exemple, et que c'est bonus finalement, parce qu'il va y avoir des bonus d'avoir une CTG communautaire. On va être encore mieux financé. Alors en fait, jusqu'à présent on avait une prestation de service enfance-jeunesse. Oui. Et qui sera remplacé par ce qu'on appelle maintenant le bonus de territoire. Ouais. Alors pour nous, ça ne change rien. Ah, on n'aura pas plus. Non. On n'aura pas plus. Ah, mais moi je m'étais dit, quelle déception. Donc par contre, on garde nos... C'est-à-dire qu'on ne passe pas par la CTG, les financeurs financent directement le budget de la ville de la Cano. Mais pas plus. Ah ben moi voilà. On nous avait dit, il faut mutualiser. Mince, on avait déjà fait. Bon. Y a-t-il des commentaires à faire sur cette CTG ? Des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Important. Oui. Délibération numéro 15, avis du conseil municipal sur le projet confortement de l'ouvrage de défense contre la mer et rechargement sable pour 10 ans. Monsieur Cazenave. La Bonnette. Bonsoir à tout le monde. Un petit rappel, en 2014-2015, l'ouvrage a été construit en urgence sans avoir été dimensionné pour tenir jusqu'en 2050. Dans le cadre de la stratégie 2016-2022, des études ont montré qu'au regard des aléas actuels, l'ouvrage en enrochement était indispensable pour préserver le front de mer et plus largement la bande littorale au droit de la station balnéaire. En 2018, des études en canal à eau sur le profil de l'ouvrage
ont confirmé une vulnérabilité de celui-ci à l'érosion en crête, nécessitant à très court terme des travaux pour le rehausser légèrement. Ils ont aussi montré qu'à 5-10 ans, la stabilité de l'ouvrage était fortement menacée. Le confortement projeté n'apporte pas de modification à la conception initiale, mais laissera le temps nécessaire à la conduite d'études supplémentaires pour la construction de l'ouvrage à horizon 2050. Donc les travaux vont consister, l'ouvrage a été divisé en plusieurs secteurs sur lesquels on aura soit une rehausse de 1,50 m, soit un confortement, donc cette partie c'est plutôt la partie nord jusqu'au Club Mickey, soit un confortement avec des blocs plus gros, c'est ce qui va concerner les zones d'accès, les rampes et les escaliers, soit la création d'une berme avec une bêche arrière. Désolé. Ouais. Pour la partie sud, à partir de l'escalier du CKLG. Là. Les travaux sont estimés, la première phase des travaux est estimée à 1 million d'euros hors taxe et est intégrée dans la stratégie locale 2016-2022, l'axe 7 de lutte active dure. Donc d'ailleurs dans la délibération, je proposerai qu'on rajoute, donc dans cette ligne-là où on parle de l'estimation d'1 million d'euros, pour préciser que c'est la première tranche des travaux. Hein, voilà, si ça pose pas de problème à personne. Donc après concernant les rechargements en sable seront proposés dans la nouvelle stratégie locale. Les rechargements en sable seront proposés dans la nouvelle stratégie locale de la gestion de la bande côtière 2023-2030 acte 6. Non, je me suis trompé, voilà, je reviens, pardon. Donc le rechargement sur les sables. Le rechargement en sable vise à prévenir les encoches d'érosion au nord et au sud de l'ouvrage et ainsi éviter le contournement des extrémités de l'ouvrage par l'océan, assurer un bon niveau de sable au niveau du pied de l'ouvrage pour conforter ses fondations et garantir le maintien des accès. Garantir sur la berme une bonne réserve de sable pour la protection de l'ouvrage et la sécurité des usagers. Pour la période 2019-2020 prorogée à 2022, le plan de gestion expérimentale des sédiments estimait les besoins de rechargement à 30 000 m3 par an. Depuis 2015, les rechargements moyens en sable est de 4500 m3 en coche et berme. Voilà. En fait, dans les 30 000 m3 comprenait si éventuellement on avait besoin de recharger le pied de l'ouvrage sur la totalité de sa longueur. En prévision de l'intensification de l'érosion côtière et du changement climatique, les volumes de sable à recharger doivent être planifiés sur des enveloppes qui permettent de faire face aux besoins. Le plan de gestion des sédiments a été réestimé. Les besoins demandés ont été remontés en 50 000 m3 par an pendant 10 ans. Les sites de prélèvement donc, se situent un au nord à 2 km de l'extrémité nord de l'ouvrage, au sud, entre la plage sud et la plage super sud, par décapage de 20 à 30 cm de profondeur sur des bancs de sable en mouvement. Voilà. On ne prend pas sur l'estran, on ira chercher sur les mouvements de sable. Les rechargements en sable seront proposés dans la nouvelle stratégie locale de la gestion de la bande côtière 2023-2030 sur l'axe 6, lutte active souple. Le plan de financement est estimé entre 250 000 et 500 000 euros hors taxe par an. Donc le confortement et le rechargement font l'objet d'un dossier d'autorisation environnementale qui a été enregistré par les services instructeurs de l'État en août 2021. Ces projets font l'objet d'un dossier de déclaration d'intérêt général, d'un dossier loi sur l'eau. Ces deux dossiers sont soumis à enquête publique. Par arrêté préfectoral du 9 août 2022, la préfète de la Gironde a ordonné l'ouverture de l'enquête publique, d'une enquête publique du 21 septembre au 21 octobre 2022 et sollicite en parallèle l'avis du conseil municipal. Donc il est proposé au conseil municipal de donner un avis favorable à ce projet de confortement de l'ouvrage contre la mer et de rechargement de sable pour 10 ans. Merci Monsieur Cazenave. Alors on a déjà eu besoin de ces volumes-là, mais quand on regarde ce qui peut se faire sur d'autres communes qui sont en danger comme nous, à Montalivet, à Soulac, et les volumes qui sont déplacés tous les ans, c'est assez énorme.
Vous avez pu vous apercevoir aussi cette année quand même qu'on avait une plage centrale qui était tout à fait extraordinaire. Alors déjà, on me dit on est sauvé. Non, on n'est pas sauvé. Non, on n'est pas sauvé du tout. Donc on regardera bien sûr comment on peut répartir ces autorisations de transport de sable pour rendre aussi protéger le pied d'ouvrage, refaire la berme et pouvoir accueillir les visiteurs et les canoës dans les meilleures conditions. Donc on regardera ça attentivement. Mais c'est un jeu que nous connaissons par cœur et que nous pratiquons bien sûr tous les ans. Donc est-ce qu'il y a des commentaires à faire sur le sujet? Monsieur Mas? Oui, alors, encore une fois, bon, c'est un enjeu fort pour la collectivité, avec des financements derrière. Aujourd'hui, on voit deux choses. Donc, effectivement, vous parlez d'une défense active avec la rehausse de la digue actuelle ou des enrochements actuels avec 9,50 m, je crois, c'est ça, 9,50 m, ce qui veut dire 11,50 m côte marine vu qu'on est à 2 mètres. Aujourd'hui, pour le coup, parce qu'on avait un peu travaillé sur ces sujets-là à l'époque, quand on était à plus 11 mètres côte marine, il y avait encore des risques. Donc 11,50 m, on va dire qu'on a un peu moins de risques. Et je pense qu'effectivement, même si demain, à l'horizon 2050-2100, il fallait revoir la copie, il faudrait peut-être revoir juste l'épaisseur et l'affouillement en bas d'enrochement. Mais c'est vrai qu'à 11 mètres, côte marine, donc à 9 mètres, donc 9,50, ce que vous avez fait, excusez-moi, NGF, parce qu'en fait, souvent dans le milieu maritime, on parle de la côte marine, et je trouve que c'est bien et c'est rassurant. Après, là où je mettrai un bémol, c'est sur la protection douce, où là, on va avoir, effectivement, vous allez chercher, dans le cadre des études environnementales que vous devez faire, c'est à 2 km au sud ou au nord. C'est bien, parce qu'à un moment donné, il faut aller chercher un gisement de sable à certains moments. Donc c'est vrai que c'est bien. Mais il est important de ces sables-là de venir les stocker à un endroit au plus proche de là où on en aura besoin pour avoir le moins de trafic possible. Et ce que j'avais dit un jour, on en avait discuté, parce que pour travailler là, avec ma casquette professionnelle sur d'autres sujets et sur d'autres secteurs, qu'est-ce qui fait gagner la dune et la protection douce? C'est quand on a le gisement de sable à proximité. Donc après, c'est de travailler sur certaines périodes de l'année où on a du sable qui s'amoncelle effectivement très rapidement. C'est qu'on puisse le chercher en dumper et en pelle très rapidement et qu'on le stocke. Ce sable-là, de toute façon, qui va revenir. Parce que la dérive littorale, c'est 72 millions de mètres cubes qui passent devant chez nous. Donc, à un moment, il ne s'arrête pas tout à la Cano, mais il passe et il va s'arrêter quelque part. Pour ce qui est quand même de 2014, je veux dire l'ouvrage 2014-2015, il faut savoir que cette tempête-là, 51 tempêtes successives, on ne l'avait pas vu, c'est une tempête centennale. Ça maintenant c'est officiel, c'est une tempête centennale. Donc il faut espérer qu'on ne la reverra pas. Maintenant les changements climatiques peuvent dire qu'on pourra la revoir dans 20 ou 25 ans et peut-être qu'on ne la reverra pas pendant 2 siècles. Tout le monde est unanime. Cette tempête centennale, effectivement, il faut qu'on se préoccupe au cas où elle revienne, mais je dirais qu'elle ne mangera pas ce qu'elle a fait dans les années 2014-2015. Par contre, effectivement, côte marine, du moins côte 9,50, très bien. Je dirais attention sur le sable et regardez justement par rapport à la force de la houle, quel est le nombre de mètres cubes de sable qui sont mangés au mètre linéaire. Ça se calcule aussi, donc il faut demander aux techniciens qui travaillent avec vous de savoir justement quel est le volume de sable au mètre linéaire qui est mangé en fonction des houles. Et on peut se dire que si on voit des houles de 7 mètres arriver, effectivement, là il va vite falloir se préparer, il va falloir anticiper ce genre de choses. Et en fonction, peut-être qu'on se dira avec des houles à 2-3 mètres, on n'a pas trop de risques. Et même 30 mètres cubes, 30 000 mètres cubes, je trouve que c'est déjà pas mal parce qu'il y a d'autres secteurs, il n'y a pas tout ça. Enfin, il y en a plus au nord que 30 000 mètres. Tu veux répondre? Je réponds. Si je comprends bien ce que tu proposes, ce que vous proposez, M. Mas, c'est stocker maintenant? Oui. Compliqué, mais c'est compliqué. D'abord, d'obtenir l'autorisation, et ça, vous le savez, puisqu'on est déjà, pour la rehausse de l'ouvrage, sur une autorisation qu'on devrait déjà avoir depuis 2 ans, où on a eu un avis du CNPN, où même les services départementaux et tous les techniciens ont failli tomber par terre. On est dans un pays où sur de la protection des biens et des personnes, on va devoir réagir très rapidement. Quand on a mettre en place justement cet avis, moi je demande à la commission, mais auditionnez-nous.
prenez pas des décisions depuis Paris sans connaître le site, sans observer. Quand on regarde la réponse du CNPN, c'est à tomber par terre. Je suis persuadé qu'ils ont dit, écoutez la Canon, vous montez là, venez, on va vous auditionner au sein de la commission, mais bien sûr qu'on va la retourner la commission. On y va avec nos techniciens, on y va avec nos techniciens du GIP, mais quand on voit des avis arriver sur des dossiers aussi majeurs, on a de quoi se mettre en colère. Donc aujourd'hui, on en est rendu à cette enquête publique, mais est-ce que je dois, moi, me préparer à déjà prévoir une opération d'urgence, et puis en disant, ben, je prends mes propres arrêtés, et puis je protège mes biens et mes personnes. Si on n'arrive pas à travailler avec l'État sereinement et avoir des organismes qui, soi-disant indépendants, depuis Paris, donnent des avis sur un sujet dont ils ne maîtrisent pas l'essentiel. Ça me fait un peu râler. Donc sur les déplacements, pourquoi pas? Bon, il faudra peut-être se mettre d'accord sur des sites où on pourrait stocker ce sable-là. Il va falloir quand même le tenir pendant l'hiver. Hein. Pas compliqué quand même de tenir du sable comme ça. On n'est pas sur la dune ancienne, là. On est sur du sable. Quand on le déplace et qu'on va le stocker quelque part, on risque d'avoir de l'érosion éolienne. Donc il y a peut-être des choses à préparer. Ensuite, je regarde moi, ce qui s'est passé il y a 2 ans. On a fermé la baignade plusieurs fois. Et on avait, et moi c'est ça qui m'a fait peur, heureusement la nature a fait que non, on avait en pied d'ouvrage l'eau à mi-marée en plein été. Donc je me suis dit, si on n'arrive pas à réensabler en été, s'il y a tempête sur le pied d'ouvrage, juste, ça va démarrer pendant 6 mois. Bon, on a eu de la chance, le sable n'a pas bougé cet hiver, il s'est renfloué, mais ça c'est exceptionnel. Alors, nous, notre responsabilité, je peux entendre ce que vous dites sur le fait que bon, c'était une tempête centennale. Sauf que, quand je lis les rapports du GIEC ou quand je regarde tous les événements climatiques dans le monde, je me dis, on ne va pas de temps en temps pour avoir la même chose. Et il faut se préparer, parce que si tu cites la côte 9,50 m, si à 9,50 m ça passe plus, la métropole est sous l'eau, les digues de l'estuaire ne sont plus là, enfin voilà. Nous on est quand même à une hauteur importante, et si on va à 11,50 m sur le prochain ouvrage, et c'est ça, il faut se préparer au prochain ouvrage pour protéger au moins la partie urbaine, inventer la station de demain sur le balcon sur la mer, mais il faut déjà assurer l'avenir de cette ville. On n'aura peut-être pas la décision politique à prendre sur de la relocalisation future, puisqu'on aura cette protection, et je pense que les partenaires vont se mobiliser pour nous aider à la construire. En 2030, l'ouvrage il est obsolète. On le sait tous. L'ouvrage qu'on va renforcer cet été, mais il faut qu'on le renforce, parce que sur les 5 à 6 ans, la brèche qu'on a eu 2 ans sur la Sud, elle va revenir. Donc, il faut se préparer. Et ce comité de concertation, enfin ce dialogue compétitif qu'on va lancer avec les majors, ils savent faire, et quand on parle aux grandes sociétés françaises qui vont à l'étranger, quand vous leur parlez d'une protection d'1 kilomètre de 50 à calculer en France, ça les fait rire. Ils construisent des choses tout à fait plus gigantesques ailleurs. Donc ce dialogue compétitif va nous permettre de déterminer l'ouvrage qui nous protégera à l'horizon 2050 à 2100. Mais notre responsabilité en 2022, c'est d'assurer l'avenir de nos petits-enfants, de nos enfants, sur au moins la partie urbaine, et leur permettre de prendre des décisions politiques en 2050. Et rassurez-vous, pour certains dans la salle, je ne serai pas là en 2050. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 16, subvention 2022. Je ne me suis pas trompé, je n'ai pas oublié une, non. À l'association 001. Bonsoir à tous. Eh bien, une délibération qui... Pardon. Oui, non, mais je suis parti. Ah non, mais c'était motivé comme un junior. Je voyais que vous cherchez le titre, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Une délibération qui est attendue depuis de nombreuses années. Voilà, il y avait un beau projet sur la maison du commandant dès 2014 pour la réhabiliter avant que cette maison ne s'écroule et disparaisse de notre patrimoine. Ça a été la première chose qu'on a réussi à faire, c'est sauver les murs. Et après, il fallait penser et inventer la suite. Et donc là, on est là pour commencer cette nouvelle vie de la maison. Donc je vais la délibération et puis monsieur le maire clôturera les propos. Donc, dans la maison du commandant, lieu patrimonial emblématique du Moutchik et de l'histoire canolaise, l'association 001 a imaginé un tiers-lieu dont l'objectif est de devenir un centre névralgique de la culture sur notre territoire. L'association, fondée par 2 professionnels de la culture, Thomas Blachard, danseur de swing professionnel à la renommée internationale, et Lucas Lopez, porteur de projet Bordelais Darwin et coordinateur d'événements culturels, projette d'y créer un carrefour culturel, lieu d'échange et de pratiques artistiques, d'exposition d'art, de performances, de danse et scène musicale.
Il s'agit d'un projet culturel à but non lucratif, dont l'objet est de permettre aux habitants du territoire et à ses visiteurs de bénéficier d'un accès privilégié à une programmation culturelle de qualité à l'horizon 2024, avec quelques des événements ponctuels dès 2023 qui préfigureront l'événement. Pensé comme un véritable lieu de vie, cosmopolite et chaleureux, la maison du commandant, qui s'appellera dès lors La Maison, réunira un espace de restauration, un espace guinguette, un club de type club de jazz à l'ambiance feutrée et insonorisée, des espaces d'exposition intérieurs et extérieurs, des lieux pour accueillir des stages de danse, des ateliers pédagogiques artistiques en journée et un espace de travail partagé. L'essentiel du projet se fera dans le plus grand respect de l'environnement et du patrimoine historique. Le projet devait voir le jour pour la saison 2024, après une phase d'études techniques, de concertation publique et de travaux d'aménagement. Dans cette perspective, l'association 001 sollicite une subvention de 10 000 €. À l'avenir, ce partenariat a vocation à s'inscrire dans la durée. Une convention pourra être présentée sur la période 2023-2024 pour formaliser les conditions de la coopération à venir. Elle définirait les engagements réciproques en matière de création artistique et de soutien à l'investissement notamment. Par ailleurs, la mise à disposition de locaux fera l'objet d'une convention d'un bail assorti d'un loyer. Donc, vu les commissions culture et finances, le conseil municipal de Lacanau est invité à délibérer pour décider d'accorder une subvention de 10 000 € à l'association 001 afin de participer aux frais de fonctionnement liés au lancement du projet. Merci, M. Renolo. Bon, moi, je vais être moins drôle. Hein. Non. Donc, tout d'abord, exprimer ma frustration des projets passés. Hein, parce que notre priorité, ce qu'on avait promis au Canolé, c'était vite de partir à l'attaque et de pouvoir sauver cette villa. Hein. Elle s'était écroulée d'ailleurs. Hein. Donc, rappelez-vous. Bon, on avait été très engagés sur le sujet. En plus, on avait été vraiment accompagné par l'État, puisqu'on avait été sur le patrimoine, on avait été très très bien subventionné. On en a fait une belle villa. Moi, je me référerai à l'inauguration de ces travaux, avec le piano sur le lac, les signes, la musique. Enfin, on avait fait une inauguration qui est très 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 sympa. Et cette inauguration, finalement, elle est à l'image de ce que l'on souhaitait faire sur ce site-là. Bon, la première expérience a pas trop fonctionné, parce que même si le lieu va être artistique, je me méfie toujours un peu des artistes. Donc les artistes, il faut bien les encadrer, conventionner, et essayer de faire les choses comme il faut. Donc c'est ce qu'on n'a pas réussi à faire. Parce que bon, c'était donnez-moi les clés, on verra après. Donc ça c'est pas le discours qui me plaît trop. On a eu des candidats bien sûr qui avaient des projets qui tenaient pas trop la route. Et puis on a eu le plaisir de rencontrer. Alors on se connaissait déjà, on s'était déjà croisés, Thomas et Lucas. Hein, je vous m'adresse à vous, mes chers collègues, mais par ricochet aussi, puisqu'ils sont au fond de la salle. Je leur demanderai pas de danser sur la table, mais vous les voyez souvent sur des spectacles, en particulier Thomas, puisque bien sûr c'est son métier, et Lucas, qui dans d'autres sphères évolue déjà depuis de nombreuses années. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait des premières rencontres. Et puis comme moi je marche un peu au nez, on essaie d'observer un peu les gens, comment ils fonctionnent, à qui on a affaire. Après et avant, on les googleise un peu, hein, on regarde leur parcours, on les observe, et après on commence à travailler sur le fond du sujet. Et petit à petit, bien sûr, après de multiples réunions, où on mettait la barre toujours un peu plus haut, parfois ils étaient un peu gourmands. Hein, donc on les a ramenés à la réalité des choses. Si vous voyez sur le site, on a déjà commencé à anticiper leurs futurs besoins pour donner toute sa valeur à ce site dans son entièreté. Vous avez pu remarquer ces derniers jours que la toiture de la villa Edith, pour faire plaisir à un de mes prédécesseurs, a été refaite. Et les menuiseries, donc voilà, dans le cadre du projet sur le site, la Villa Edith intégrera aussi ce projet-là, tout un tas d'artistes, villas d'artistes, voilà, on va faire les choses comme il faut. Mais c'était surtout aller à la signature d'une convention qui coche toutes les cases. Bien sûr qu'il faut qu'il y ait un équilibre économique dans l'activité on sait très bien que la culture ça coûte cher, et que nous on n'est pas une grande commune avec des budgets considérables, même si
On a considérablement augmenté nos budgets culture et animation. Rendre viable ce projet-là à travers un équilibre entre ses activités économiques et ses activités culturelles, c'était le but. On ne va pas leur mettre un boulet au pied. Donc c'est aussi des gens qui ont l'habitude de travailler avec nos partenaires habituels, que sont le département, la région, le patrimoine. Donc ils vont solliciter aussi tous ces partenaires pour nous accompagner sur le projet. Mais on a aussi l'intention de cadrer la convention, mais aussi, comme c'est aussi dans leur tête un peu des artistes, mais de leur laisser un peu les mains libres et de nous proposer tout au long de l'année de belles manifestations de la culture, du dessin, de la peinture. Ouvrir bien sûr aussi aux associations canolaises, parce que c'est important. Là aussi, on avait un projet. Faites tous les travaux et puis donnez-nous les clés. Non, c'est pas ça un projet. Donc là, vous savez qu'il y a des gros travaux qui ont été réalisés, mais il reste les gros travaux de l'intérieur pour la rendre utilisable. Donc ceux-là, ils seront portés par Thomas et Lucas. Et puis ensuite, et je leur ai déjà dit la dernière fois qu'on s'est vu, quand je donne ma confiance et quand ce conseil municipal donne sa confiance, il y a des points de rencontre réguliers où on va avancer tous ensemble. Je sais que vous ne me trahirez pas. J'en suis persuadé. Et si vous le faites, plus mes goudrons. C'est comme ça que ça se passe, parce qu'ils habitent à la Canon. Donc c'est parfait, moi je suis très heureux, parce qu'en plus vous êtes décanolés, vous aimez cette ville autant que nous, vous le prouvez, parce qu'on vous rencontre tout au long de l'année. J'ai pas encore pu faire les cours de... Je vais y arriver, mais j'ai dansé déjà avec toi, j'ai eu mal pendant 3 jours. Mais je reviendrai parce que voilà, dans la danse, il y a aussi des rencontres, il y a de la joie, il y a du sourire, il y a de la rigolade. Et quand je vois toutes les populations qui étaient réunies pour danser avec vous sur la place de la Gaîté, ça veut dire qu'on ne s'est pas trop trompé quand même dans notre vision de la ville que l'on souhaitait. Donc je vous mets quand même la pression, vous le savez. On va, à travers cette délibération, vous confier un lieu auquel nous sommes très 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 attachés, parce que c'est notre histoire, parce qu'on y a vécu. Donc je compte sur vous, messieurs, pour mettre haute la barre. Et quand on regarde vos parcours et tout ce que vous avez pu faire ailleurs en termes d'animation et d'événements, parce qu'il va y avoir des événements autour de cette villa, j'en suis très heureux. Voilà, c'est tout ce que je souhaitais dire, mais j'en ai la voix qui tremble, donc maintenant il faut passer à l'attaque, il faut aller vite. Et je compte sur vous, bien sûr, mes chers collègues, pour accompagner ce projet. Y a-t-il des questions ? Monsieur Mas veut prendre des cours de danse, je m'en doutais. Je vais peut-être prendre des cours de danse, mais je vais effectivement féliciter ce projet. Et on en est ravis parce qu'en fait, c'est peut-être la clé et le début d'une approche culturelle et environnementale sur tout ce site. C'est peut-être que le début, mais effectivement, vous savez notre position sur ce site. Et autant je dirais que c'est un site qui peut être lié à la culture et à l'environnement. Et donc j'en suis ravi que c'est peut-être un point de départ. Et puis surtout, je craignais qu'on n'ait toujours pas de projet et qu'on voie la peinture fanée de la façade. Donc je suis ravi et personnellement je voterai pour cette délibération. Je vous remercie pour votre vote, mais vous savez que la culture, la musique et tous ces événements c'est la moyenne thérapeutique. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Ah pardon, excusez-moi, madame. Une explication? Bon, d'accord. Un vote contre sans... Bon, mais juste un petit mot, ça m'aurait suffi, on aurait intégré à la délibération. On montrera que le vote contre sans explication. D'accord. Alors un vote contre. Oui, on fait rien. Je sais pas, on n'a pas d'explication de vote. Ouais. Oui. 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 Plus, je sais pas. À minima. À minima. Ça peut durer longtemps, on n'est pas là. Oui. Oui, c'est vrai. Allez, on poursuit avec la délibération numéro 17 avec la modification du tableau des emplois permanents. Madame Fritsch. Il avait... Bonsoir. Donc, la délibération du 28 septembre 2017, la ville s'est dotée d'un nouveau tableau des emplois permanents. Et à ce titre, elle doit le mettre régulièrement à jour.
en tenant compte de l'évolution des structures des emplois. Donc, dans cette délibération, il vous est proposé 2 transformations d'emplois au sein de la ville. Donc, la première, c'est la transformation de l'emploi d'animateur sportif à temps complet, ouvert au cadre d'emploi des adjoints d'animation territoriaux et des opérateurs des activités physiques et sportives. Donc, c'est suite à la réussite d'un concours d'un agent. Et la deuxième transformation est un emploi d'animateur jeunesse à temps non complet ouvert au cadre d'emploi des adjoints d'animation territoriaux et des adjoints du patrimoine territoriaux. Donc en fait, c'était un emploi qui était créé à temps non complet et qui nécessite d'être ouvert à temps complet. Donc voilà. Vous étiez avec M. Mansour. Voilà. Y a-t-il des questions sur cette délibération? J'ai oublié que ça a reçu un avis favorable, bien sûr, au comité technique de la part des 2 collèges. Merci Madame Fritsch. Des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. Nous poursuivons toujours avec Madame Fritsch la modification de la délibération cadre sur le RIFSEP. Donc le RIFSEP a été mis en place là, au 1er janvier 2022 suite à un avis favorable du comité technique du 1er décembre 2021. Donc ce RIFSEP est attribué compte tenu notamment des fonctions occupées. Donc la délibération actuelle prévoit en cas d'absence pour raison de santé que le régime indemnitaire ne peut être perçu par l'agent. Donc il vous est proposé de modifier l'article 4 de cette délibération en précisant que le régime indemnitaire ne peut pas être perçu par un agent en période préparatoire au reclassement, PPR, qui est un décret du 5 mars 2019. Donc cette délibération a pour objet de compléter et de mettre en cohérence avec le statut de la fonction publique. Donc vous avez la phrase qui devra être remplacée dans l'article 4. Voilà. Donc cette délibération aussi a reçu un avis favorable en comité technique de la part des 2 collèges. Merci Madame Fritsch. Des questions, des commentaires? Des votes contre? Des abstentions? Merci. Nous passons à l'examen des rapports, avec le premier sur le rapport annuel des délégataires de services publics d'eau potable et d'assainissement sur l'exercice 2021. Monsieur Boisson. Bonsoir à tous et à toutes. C'est un petit peu différent des années précédentes, puisque les années précédentes, on avait cet examen des rapports qui se faisait à un moment donné dans l'année. Je ne peux plus vous dire la date, mais voilà. Pas tout à fait la même date que la présentation des rapports des prix et de la qualité des services, qui lui est réalisé par nos services en interne. Donc là, on a décidé de les lier, de le faire le même jour sur le même conseil municipal. Donc ça va aller très vite pour cette délibération-là, puisque du coup, c'est juste vous préciser qu'on a bien reçu les rapports annuels des délégataires et qui sont disponibles auprès de notre directrice générale des services. Et ensuite, l'idée, c'est plutôt de regarder un petit peu plus les détails en allant dans les détails des rapports sur les prix et la qualité des services qui sont réalisés par notre service et qui sont sur les délégations dans d'après. un prochain conseil, on fait la présentation. Non. Non, même pas. Non. Non, parce qu'en on fait, simplifie les voilà. choses quand il ne faudrait pas les Exactement. simplifier. Et puis, non, mais c'est des rapports. Enfin, moi, je pense qu'il faudra, Jérémy, pas faire une délibération, mais je pense une prise de parole avant ou après le conseil pour qu'on en débatte entre nous, parce que le sujet de l'eau est un sujet qui est très très débattu en ce moment. Alors, Non, mais je vais présenter les éléments après. C'est juste tu que les présentes les 3 délibérations sont. Oui, on elles sont parlait de la liées. même chose en fait. mais c'est pour c'est-à-dire que c'est dans la façon de faire qu'on a changé la méthode, c'est-à-dire. Oui, avant c'était en 2 étapes différentes, c'est-à-dire qu'on faisait d'abord, et en fait je disais la même chose aux 2 conseils, donc voilà. Donc t'en as une. Donc t'en as une sur l'eau et l'assainissement, et après Il y en a une qui assainissement. dit qu'on a bien reçu les rapports du délégataire, ça c'est une On obligation. acte le fait que. On acte le fait qu'on les a reçus, et normalement on doit. Non, mais moi j'ai besoin de comprendre, parfois quand même, je les ai lus, donc. Et normalement on doit les examiner, mais c'est ce qu'on va faire sur l'étape qui vient juste après, puisque l'étape d'après c'est la présentation des rapports
qui sont réalisés par le service et qui en fait présentent l'examen des rapports des délégataires. Tout simplement. Donc nous sommes amenés sur la première à voter quand même, puisque nous devons prendre acte. Exactement, il faut quand même. Voilà, donc prendre... De contre, des abstentions, et nous passons sur le rapport sur le prix et la qualité de l'eau. Voilà. Alors, juste un petit rappel sur l'objectif du RPQS. Donc l'idée, c'est de rendre compte aux usagers du prix et de la qualité du service rendu pour l'année écoulée, présenter des indicateurs techniques et financiers regroupés suivant les thèmes que je vais vous préciser. Donc caractérisation technique du service, tarification de l'eau et recettes du service, les indicateurs de performance, le financement des investissements et les actions de solidarité. Donc là, ce document, donc, il est en annexe des différentes délibérations. Vous en avez un sur l'eau potable et un sur l'assainissement. Voilà, juste un petit préambule. Donc en 2020, la ville a engagé un audit financier et technique portant sur les 2 délégations de services publics pour accompagner la ville dans le suivi et le respect des engagements contractuels. Vous vous rappelez, on avait des indicateurs qui nous montraient une situation qui était fortement dégradée. Donc on a réagi. L'audit s'est déroulé en septembre 2021 avec notre assistant collectivité conseil et les conclusions ont été rendues fin octobre 2021. Il a permis de mettre en lumière notamment 5 points. Le rendement du réseau non conforme aux objectifs du contrat, on en avait déjà parlé dans un précédent conseil. Le fonctionnement de la sectorisation à fiabiliser. Le retard sur les investissements contractuels. Le protocole de suivi de l'H2S non mis en place. L'H2S qui était un sujet très important de la délégation quand on l'a lancé en 2017. Et ensuite la défaillance dans les devoirs de conseil auprès de la collectivité. Donc à l'issue de ces conclusions, une réunion de cadrage avec le directeur régional de Suez a eu lieu le 16 décembre 2021, le mettant en demeure de mettre en place un plan d'action. Dans le même temps, la ville a émis des titres de recettes correspondant à la perception de la redevance d'occupation du domaine public et des pénalités au titre du non-respect du rendement du réseau. Donc Suez a modifié son organisation afin de renforcer ses équipes tant de direction que de terrain. Et lors d'un point d'avancement du 5 mai 2022, la ville et ses équipes ont pu constater les efforts engagés, l'amélioration nette de la réactivité des équipes Suez sur le terrain et le respect des engagements de décembre 2021, c'est-à-dire l'étude H2S, des points techniques réguliers et une sectorisation fonctionnelle. Et je vous rappelle qu'un projet d'avenant, on en avait aussi discuté lors d'un précédent conseil, un projet d'avenant de mi-contrat est en cours d'élaboration pour mettre à jour le patrimoine affermé, c'est-à-dire les postes de relevage, et actualiser le programme de renouvellement. Voilà, ça c'était juste pour rappeler le contexte général. Concernant le service d'eau potable, donc les indicateurs clés, il y a un volume produit qui est d'environ 1 139 000 m3, une petite augmentation par rapport à 2020 puisqu'on était à 1 80 000. Et depuis 2016, la tendance est à la hausse, évidemment, avec le lien avec la fréquentation forte de la station et l'effet de l'augmentation de la population. Le nombre d'abonnés, 6 569 contre 6 490 en 2020. Donc là, je vous rappelle, c'est les chiffres de 2021. Depuis 2017, la ville compte 566 abonnés supplémentaires et les volumes vendus, vous avez une différence entre les volumes produits et les volumes vendus, c'est là qu'on verra justement le calcul pour le rendement. 861 000 m3, enfin un petit peu plus de 861 000 m3 contre 793 000 m3 en 2020. Donc il y a une augmentation de 67 000 m3. Le prix de l'eau au 1er janvier 2022, il est à 1,60 €, 6075 TTC du mètre cube contre 1,6012 €. Donc voilà, c'est une petite augmentation par rapport au 1er janvier 2021. Les recettes d'exploitation et de la commune sont en hausse, en lien avec l'augmentation du volume facturé évidemment. Et la qualité de l'eau, donc ça c'est un indicateur qui est important aussi, elle est excellente. Pas de non-conformité. Vous avez, alors là je fais une synthèse, mais dans le rapport vous avez évidemment tous les détails et c'est un petit peu plus expliqué et ça tente de vulgariser un petit peu le sujet. Donc l'eau est conforme aux exigences de qualité quels que soient les paramètres. Il y a un bilan de l'ARS qui est sorti donc en 2021, tous les ans, un bilan de l'ARS qui acte ça. Le respect aussi de Vigipirate et les températures de l'eau distribuée oblige le délégataire à respecter scrupuleusement le dosage de chlore en saison.
Et donc c'est toujours pareil, hein, on rappelle, hein, si le goût de chlore est éventuel en fonction du positionnement de l'abonné par rapport au fourrage. Et les préconisations, c'est quand c'est un petit peu trop chloré, c'est de remplir la bouteille, de la mettre au frigo sans bouchon, et l'odeur de chlore disparaît. Donc le rendement du réseau, point important puisqu'il était très défaillant. Donc là on est arrivé à 83,6%. C'est toujours non conforme aux exigences du contrat puisque c'était prévu qu'on soit supérieur à 85% entre 2021 et 2023. En revanche, il y a une nette amélioration puisqu'en 2021 on était à 79,3%. Voilà. Alors comparé à 2019 et 2020, en fait ce qui peut expliquer cette amélioration, c'est les délais d'intervention entre le signalement d'une fuite et sa réparation, qui se sont fortement réduits. Et de plus, Suez a engagé fin 2021 un programme de recherche de fuite important. Donc c'est ce qu'ils devaient faire et ils se sont organisés. Donc sur cet exercice, on a eu 29 casses de conduite ou fuites sur branchement qui ont été signalées ou détectées en comparaison des 28 en 2020 et 57 en 2019. Alors, rappelez aussi que la ville, dans le contrat, en fait, il y a toute une partie qui est prise en charge par le délégataire sur la partie entretien. En revanche, la ville doit aussi faire tous les investissements. Donc on a parlé tout à l'heure du compte annexe sur l'eau potable. Là, juste pour rappeler hein, les grands chiffres, depuis 2014, c'est un investissement d'environ 1,9 million. Et on avait acté un PPI, où là, on n'est pas sur les mêmes chiffres, puisqu'on est à peu près à 500 000 € par an entre 2021 et 2026. Voilà. Donc ça, c'est le PPI qu'on avait acté pour rénover un maximum de réseaux d'eau potable. Voilà pour l'eau potable. Quelque chose à ajouter ? Je veux peut-être faire une petite précision puisqu'on va d'abord délibérer sur l'eau potable. Ouais. On a vécu une période pas facile, Jérémy, tu le sais. Hein. D'abord te remercier pour la présentation et la qualité de ta présentation. On a eu, tu as fait référence à une réunion de décembre 2021 qui a sûrement été une des réunions les plus pénibles que j'ai eu à mener, mais il fallait faire le constat que ça ne fonctionnait pas, qu'on avait été habitué à avoir des rapports avec Suez et la Lyonnaise, parce qu'on dit toujours la Lyonnaise des eaux, où ça fonctionnait bien, et on avait des rapports de proximité avec des gens qu'on connaissait bien, qui connaissaient bien le secteur. Il y a eu beaucoup de changements, mais avant cette réunion elle était précédée de 2 lettres restées sans réponse, jusqu'à la mise en demeure. Il faut que vous sachiez qu'à quelques jours près, s'il n'y avait pas eu de réponse, on mettait fin à la délégation. Donc on leur a fait très très peur. Il y a eu pas mal de turnover sur leur entreprise, ils ont renforcé leurs équipes locales. On avait déjà perdu en termes de rentabilité, on était à 79, on a regagné ces 4 points dans la foulée, donc on est revenu et on tend vers les objectifs, s'ils continuent à progresser. Ce qui est important à soulever, c'est qu'on maintient nos investissements et qu'on arrive à les réaliser, pas tout à fait, mais on est quand même pas trop mal, mais que ce contrat, à un moment donné, j'ai eu peur. Et quand on regarde les pics de consommation, notre activité touristique, je pense qu'avoir un bon partenaire, c'est très important, en particulier sur la station d'épuration. Quand vous avez vu ce qui s'est passé quand elle a pris feu, ils n'étaient pas capables en plein mois de juillet, en 24 heures, de la remettre en route avec leurs partenaires aussi. C'était important, donc j'avais pas envie de les perdre, mais on a failli mettre fin à cette délégation. Aujourd'hui, on doit reconnaître qu'ils ont mis les moyens pour être à la hauteur du contrat qu'ils ont signé. Voilà. Donc, on doit voter ou on doit juste prendre l'acte ? Non, il faut. Donc, j'invite à délibérer pour adopter le rapport sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable. Mais j'ai pas donné la prise de parole. Ouais, pardon. C'est vrai. Oui, non, juste par rapport à ces 2 rapports, donc effectivement, un des points importants sur l'eau potable, c'était effectivement le niveau de perte. Donc là, 83%. On rappelle qu'on était à 87 et un peu plus, donc il faut effectivement qu'ils tendent vers ces niveaux-là. Je rappelle, mais là, je veux dire, je sais plus si je rappelle, je rabâche. 85. 87, il a dit. Non, j'ai dit 87 parce qu'on était à 87 en 2017, je pense. Je vais vous le retrouver. On n'est jamais monté à 87. Si. Bon, en fait, ce qu'il y a, c'est que je rappelle aussi que
je le rabâche peut-être, mais c'est vrai que j'avais été aussi un des premiers quand on avait eu la délégation de service public de demander la télé-relève, parce que c'est aussi aujourd'hui l'eau est importante, mais finalement grâce à la télé-relève, ça permet effectivement la relève plus facile par les agents, mais ça permet surtout à chaque administré qui a son abonnement d'avoir une vision sur sa consommation. Et je dirais que même si on ne peut pas le faire à l'échelle de la commune, est-ce qu'il ne serait pas bien de le faire à l'échelle d'un quartier, que ce soit un quartier à l'océan, que ce soit à l'échelle de l'océan, que ce soit à l'échelle d'un quartier sur la Canoville, mais que ce soit à l'échelle des bâtiments communaux, pourquoi pas, d'essayer de mettre en place la télé-relève, parce que de toute façon la télé-relève elle va arriver, et ça sera important. Après, bon, pour ce qui est de l'assainissement, je pose juste une question, mais là de néophyte, c'est est-ce qu'on peut utiliser les boues pour de la biomasse ou des choses particulières ou pas? Où vont les boues? Moi, on souhaite d'abord utiliser l'eau de la station, et on est en train de travailler sur les futurs contrats de DSP des golfs. Ça, c'est important, puisqu'il y a d'autres golfs, je suis visité, qui utilisent les eaux d'épuration. Et après, peut-être que Jérémy, tu voulais préciser sur... je t'ai vu lever la tête. Non, sur la première remarque, bon, après, on verra sur les chiffres, mais on ne va pas se battre sur les chiffres aujourd'hui. Mais... Les boues sont envoyées au centre de compostage de Salins. Ouais. Et dans le rapport, en fait, 2017, 87,7%, effectivement, donc on est arrivé quand même à un bon, très très bon rendement. Non, sur la télé-relève, Linky, ils n'ont pas demandé aux communes de payer. Hein. Ah oui, parce que c'est ce que ça coûte. On le proposera sûrement et on va essayer de négocier avec eux en cours de contrat par un avenant. On l'a déjà sur quelques équipements, c'est ça que je voulais, sur nos équipements. On en a déjà qui fonctionnent. Et j'ai souri parce qu'on parle de télé-relève pour détecter aussi les fuites, parce que c'est important. Avec la télé-relève, on arrive à détecter très vite. Il y avait un reportage à 13h, ils ont embauché des chiens chez Veolia. Donc, je dis, on passe de la télé-relève aux chiens savants qui détectent des fuites d'eau. Donc, bon, ça m'a fait sourire, mais plutôt pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas. Mais la télé-relève, on sait que ça coûte cher. Alors, est-ce que l'administré est capable de l'assumer? Est-ce que la collectivité en prend une part et le fermier aussi? Il faut qu'on invente le modèle par un avenant. Normalement, pour préciser par rapport à la télé-relève, ce qui avait été négocié lors du contrat de la délégation de service public, c'était pour les renouvellements des compteurs, que soient installés des compteurs qui seront en capacité d'être adaptés. C'est-à-dire qu'on puisse rajouter un petit module pour faire la télé-relève dessus. Ouais, parce qu'il existe des nouvelles technologies et c'est juste un petit module après, quand le jour où on décidera d'investir pour mettre la télé-relève partout, si on le décide, sur ces nouveaux compteurs, ce sera juste à adapter, donc c'est un investissement qui sera moins lourd. Donc plus les compteurs vont être renouvelés, moins l'investissement sera lourd plus tard. On commence par l'eau, puisque tu n'as pas évoqué l'assainissement. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Tu poursuis, Jérémy, sur l'assainissement. L'assainissement, alors pour les indicateurs clés, le nombre d'abonnés c'est 6300, donc une augmentation de 74 par rapport à 2021. Donc l'écart entre les deux abonnés c'est normal. 2020, oui, pardon, 2020. Oui, ça suit, c'est bien. Les volumes facturés, c'est 800 000 m3 en 2021 contre 744 000 m3 en 2020. L'évolution comparable au volume facturé sur l'eau potable. La différence avec le volume vendu en eau potable est due aux abonnés sans facturation de l'assainissement collectif. Donc vous avez des systèmes où c'est uniquement l'arrosage, l'assainissement non collectif évidemment aussi, même s'il n'y en a pas beaucoup. La qualité du rejet de la station d'épuration et du système de collecte, on en a parlé pour la réutilisation de l'eau, peut-être probablement pour les golfs. Donc la police de l'eau, tous les ans, juge la conformité, donc juger conforme le système de collecte et de traitement de la ville. Le prix de l'assainissement, il est passé à 2,13 € au mètre cube au 1er janvier 2022 contre 1,98 € en 2021. La délibération du 31 mars 2021 avec augmentation de la part variable et fixe pour financement des travaux de réhabilitation des réseaux explique cette augmentation. Les recettes de la commune en hausse, donc c'est l'effet de l'augmentation du prix de la part d'assainissement.
Voilà pour les grands chiffres. Et de la même manière que ce soit pour l'eau potable ou pour l'assainissement, mais on a une part aussi qui revient à la commune sur la partie des investissements. Donc là, c'est des investissements qui sont encore plus conséquents, hein. On a parlé tout à l'heure du réseau d'assainissement qui part donc de Talaris jusqu'à la station d'épuration, hein, qui est en train d'être réalisée. Vous avez vu, ça doit terminer donc à la fin de l'année. Voilà, la commune a pris pleinement la mesure des difficultés et engagé fin 2019 une étude afin de caractériser la nature et les flux entrants sur les réseaux de la ville, vérifier le dimensionnement des PR, les conduits de refoulement existants sur le secteur de la Canoville, en amont du poste de relevage 12, par rapport aux données d'urbanisation à moyen et long terme, détailler le programme de travaux de réhabilitation du PR12 et de doublement de la conduite de refoulement, et de confirmer l'estimation financière des travaux. Voilà. Donc si besoin, proposer les travaux de renforcement, planifier les travaux, établir le programme d'investigation complémentaire, donc topographique, géotechnique notamment, et à réaliser pour la poursuite de l'opération. Donc à la suite des travaux engagés sur l'avenue du Lac en 2021, les travaux de renforcement des capacités de transfert des effluents de la ville vers la station d'épuration, donc je viens d'en parler, des Pèlerins, ont débuté mi-avril 2022. Vous l'avez tous vu sur la route, évidemment. Leur achèvement est donc prévu pour fin décembre et le coût des travaux est d'environ 3,8 millions d'euros. Pour information, depuis 2014, on était à des montants totaux de 1,8 million d'investissements. Et là, on est sur, j'ai calculé la moyenne, 870 000 euros, 870 000 euros d'investissement par an en moyenne sur 2021 à 2026. Voilà. Évidemment avec un gros investissement là cette année. 4 patates. Voilà. Merci Jérémy, indispensable. Hein. Bon, après, il y a quelques, bien sûr, il faut s'adapter aussi aux conditions climatiques. On avait des pluies qui tombaient tout l'hiver. Aujourd'hui, on a des précipitations importantes sur 24 heures. Alors, pas en ce moment, mais c'est ce qui nous est arrivé en 2021. Au mois d'août, donc c'est ces précipitations-là qui infiltrent aussi parfois le réseau. Les travaux d'investissement ont été menés. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui sont très attachés et qui regardent ça de près. Mais ces infiltrations, il faut les limiter au maximum parce que le réseau, alors quand on regarde les volumes traités par rapport aux volumes consommés, ils ne sont pas très très importants, ils ne sont pas supérieurs. Donc c'est plutôt une bonne chose. Mais ces volumes-là, il faut qu'on arrive à les faire baisser. Alors on ne pourra pas toujours parce que les conditions météo d'année en année ne sont pas les mêmes. Donc c'est les précipitations qui font que l'eau d'orage, elle infiltre plus facilement le réseau que de l'eau d'hiver qui est dans une situation normale. Mais on doit continuer à travailler sur ces infiltrations pour éviter d'amener toute l'eau de pluie à la station d'épuration. Voilà, ça c'est le boulot. Merci Jérémy. Y a-t-il d'autres commentaires? Jean-Yves, tu t'étais exprimé sur l'assainissement. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Nous avons terminé. Donc, je vais saluer nos agents de la cantine qui vous ont préparé un petit moment bien sympathique. Donc relevez que ce sont les agents qui nous régalent, c'est plutôt bien. Et puis c'est un peu plus naturel, vous allez voir, il n'y a pas de choses très très lourdes. Donc on adore ça. Donc bon appétit, c'est une plaisanterie bien sûr.